Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. En sa compagnie, on va parler des Alouettes qui ont donné prolongation de contrat aux carrières à Davis Alexander. On va mettre la table pour la 15e semaine d'activité du côté de la NFL. Là, on entame le dernier droit qui va nous amener aux éliminatoires puisqu'il ne reste que 4 semaines d'activité à la saison régulière. Et je vais m'entretenir avec le secondaire de ligne des Alouettes de Montréal, Jeffrey Canté-Arcou. Canté-Arcou qui vient de terminer sa 2e saison dans la Ligue canadienne de football et qui prépare son camp pour les jeunes, l'Académie Canté-Arcou. Ça va être la 2e édition de son camp pour les jeunes footballeurs. Alors, Jeffrey va nous parler de tout ça. Alors, Guillaume, par la musique. Marc-André, on va commencer avec nos réactions excessives. Je vais y aller en premier à la suite des rencontres de la 14e semaine d'activité. John Harbaugh, c'est sa dernière saison à la barre des Ravens de Baltimore. Au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé du cas de Mike Tomlin, mais Mike Tomlin et les Steelers ont été en mesure de vaincre les Ravens à Baltimore et ça n'a vraiment pas été une bonne performance de la part des hommes de John Harbaugh. Je sais qu'il y a eu une décision controversée de la part des officiels. Selon moi, Isaiah Likely avait marqué un touché, mais bon, que veux-tu, la décision a été renversée à la reprise vidéo. Mais Harbaugh, cette équipe-là, ça s'améliore pas. Tu sais, souviens-toi des déboires qu'on avait en début de saison, l'unité défensive. Là, on a accordé plusieurs longues passes aux Steelers de Pittsburgh. C'est une équipe qui me semble pas inspirer les Ravens de Baltimore. Lamar Jackson n'est pas le même. Ça, c'est très évident. C'est clair maintenant. Mais pour John Harbaugh, peut-être qu'on a besoin de changement d'air à Baltimore. Alors, c'est ça ma réaction excessive. John Harbaugh, ça va être sa dernière saison à la barre des Ravens. Et puis, par conséquent, si je pense ça, c'est que je crois pas que les Ravens vont être en mesure de participer aux éliminatoires à la suite de leur défaite contre les Steelers la semaine dernière. Ils ont vraiment été décevants, les Ravens, la semaine dernière contre les Steelers. Et les Steelers, quoi dire? On va en reparler, c'est sûr. Mais là, lorsqu'on les pense à terre, ils se relèvent et ils nous offrent une performance inspirée. Ça tient. Il y a Je te l'avais dit, t'en souviens? De la NFL. Ouais. C'est pour ça que j'avais choisi les Steelers. Ouais, comme tu dis, écoute, c'est la parité qui règne. Mis à part les Rams, qui semblent être solides. C'est ça, n'importe qui peut battre à peu près n'importe quelle équipe toutes les semaines. Ma réaction excessive, moi, Didier, Tyler Shock est un quart de concession et les Saints devraient bâtir autour de lui. Rien de moins. Tyler Shock joue de l'excellent football en ce moment, Didier. Les gens ne se rendent peut-être pas compte de ça, mais il complète plus de 65% de ses passes. Ça, c'est mieux cette année que Pat Mahomes, que Baker Mayfield, que Trevor Lawrence, que Bo Nix, entre autres. Donc, Tyler Shock est vraiment un quart vraiment qui est en train de se développer. Et on a vu vraiment tout l'étendue de tout son potentiel lors du dernier match. Il a inscrit 2 touchés au sol. On a vu ses capacités qu'il peut faire avec ses jambes. Tu sais, il mouillait des cordes, il mouillait à boire debout à Tampa Bay dans le match contre les Saints. Mais quand même, il est devenu le 3e quart des Saints avec 2 touchés au sol et 50 verges dans un match. Les 2 autres sont Taysom Hill et Archie Manning. Lorsque tu es avec un Manning dans quelque chose, ça doit être... Tu dois voir quand est-ce que tu fais quelque chose de bien, comme on dit. Donc, moi, personnellement, je pense que Tyler Shock, il m'impressionne en ce moment et je pense que le successeur en Nouvelle-Orléans est enfin trouvé à Drew Brees. En plus, ça tombe bien, ils ont le même âge actuellement. Wow, c'est ça. Étant donné que Shark est quand même âgé pour une recrue. Non, il démontre des bonnes choses. Tu as parlé de sa mobilité. Moi, j'ai hâte de voir, parce qu'il reste un mois à la saison régulière, son développement et celui de Shedeur Sanders à Cleveland. Shedeur a passé pour 364 verges la semaine dernière, était responsable de 4 touchés. Donc lui, Shark, c'est quand même intriguant. Là, les Browns et les Saints, naturellement, ils s'en vont pas nulle part, mais au moins pour leurs partisans, puis même pour nous, ça fait en sorte qu'on va garder un œil sur ces 2 équipes-là. Là, au moins, ça ajoute quelque chose d'excitant à suivre d'ici la fin de la saison régulière. Écoute, avant de parler justement de la NFL, de la 15e semaine d'activité, on va parler des Alouettes, étant donné que les Alouettes ont donné une prolongation de contrat. Ils ont ajouté 1 année au contrat de Davis Alexander qu'il avait signé l'année dernière. Les Alouettes, là, c'est pas compliqué. À l'approche des fêtes, ils saupoudrent de bonnes nouvelles. De jour en jour, là. Et au lestage, puis Tyson Philpott, puis là, Davis Alexander, Didier.
Évidemment, c'est pour encore plus ancrer ou enraciner le corps vedette à Montréal. Didier, tu as pensé quoi de cette prolongation de contrat-là? Il n'y a pas grand-chose à dire, peut-être, mis à part le fait que vraiment, c'est l'homme de confiance des Alouettes, puis on veut s'assurer de ses services à long terme. Ouais, je crois que la dernière saison, finalement, Alexander a confirmé ce que Danny Machocha et Jason Maas voyaient en lui, tu sais, parce que c'est une chose, hein, tu sais, il avait quoi? Il avait une fiche de 4 victoires, aucune défaite en 2024, comme carrière partant en remplaçant Cody Fajardo. Donc, c'est une chose de croire, tu sais, que ce jeune-là ait le carrière de concession et le carrière d'avenir de l'organisation. Mais tant aussi longtemps qu'il n'a pas été partant pendant une saison complète, il y a toujours des petits doutes peut-être tu sais, qu'on a. On n'est pas certain à 100%, mais là, on est certain à 100% du côté des Alouettes qu'on a notre homme pour les prochaines années. Écoute, moi, après Nathan Rourke, je crois que Alexander est le deuxième meilleur carrière de la Ligue canadienne de football s'il peut rester en santé. C'est ça la question. Est-ce qu'il sera en mesure là, de mettre derrière lui une fois pour toutes cette blessure aux ischio-jambiers? Marc-André, c'est la seule question qu'on a à son niveau. Il nous a montré à quel point c'est un dur de dur, il est tough, il peut jouer justement en dépit des blessures. C'est un leader grandement apprécié de ses coéquipiers. Il est talentueux, c'est une double menace, il a tout un bras. Qu'est-ce que tu veux de plus? À part, est-ce qu'il va pouvoir rester en santé? Écoute, c'est pas compliqué, Didier. Je me demande s'il avait été en santé en ce moment, Alexander. Je sais pas si les Alouettes auraient pu le prêter aux Colts en ce moment. Ah non, faut le garder à Montréal. Écoute, là, dis pas ça, là. Tu sais qu'est-ce qu'on a vécu après la retraite d'Anthony Calvillo, comment ça a été difficile de trouver un quart arrière. Non. Les Alouettes en ont un, faut le garder, là, je sais pas. Peut-être qu'il pourrait appeler quelqu'un d'autre. Peut-être justement Anthony Calvillo, on en est rendu à ce point-là du côté des Colts. Bref, on va en parler un peu plus tard. Nathan Rourke, peut-être? Je pensais à ça, c'est vraiment farfelu, là, on déconne, mais je me suis dit, mettons, Nathan Rourke, il a quand même eu un certain passage dans la NFL, il connaît du succès dans la Ligue canadienne, il est encore potentiellement en shape. Non, je faisais des blagues, là. C'est vraiment les coachs. Rendu là, pourquoi pas Peyton Manning? Pourquoi pas essayer de ramener Peyton à Indianapolis, comme dans le bon vieux temps, rendu là? Ouais, on a reçu quelques questions à ce sujet-là. Ben écoute, avant qu'on parle de la NFL, on va écouter mon entretien avec Jeffrey Canté-Arcou. Comme je le disais tout à l'heure, il vient de terminer sa deuxième saison dans la Ligue canadienne de football. Puis il se tient occupé durant la saison morte avec son académie pour les jeunes dans la région de Québec. On sait que Jeffrey est natif de Lévis. Alors écoutons mon entretien avec le secondaire de ligne des Alouettes. Jeffrey, ça fait déjà quelques semaines que le match de la Coupe Grey a eu lieu. Dis-moi, comment se passe le début de ta saison morte depuis la rencontre? Écoute, c'est sûr que ça m'a pris un peu de temps, là, Didier, m'en remettre. Je pense que ça a été une des défaites les plus dures de ma vie. Mais écoute, je m'en remets bien. En fin de la journée, tu sais, au football, tu gagnes des matchs, tu perds des matchs. Mais présentement, je me sens bien, mais ça me donne encore plus faim pour le retour au travail là, après les fêtes. Ouais, puis quand tu repenses justement à cette expérience-là, d'avoir participé à la Coupe Grey, d'avoir passé si près, là, tu sais, de soulever à bout de bras le précieux trophée, qu'est-ce que tu retires justement de cette expérience-là, là, tu sais, de la semaine à Winnipeg, du match en tant que tel? Qu'est-ce qui te vient en tête, là? À y repenser, je sais que le match de la Coupe Grey, je pense qu'à la fin de la journée, l'équipe la plus physique va gagner. Puis je pense qu'en défensive, là, on n'a pas été en mesure d'avoir notre meilleur match, le match le plus physique, ou de créer des turnovers. On a eu des opportunités, mais je pense qu'on n'a pas pris, on n'a pas fait attention. Puis ça nous a rattrapés. Mais écoute, j'ai appris beaucoup de mon expérience à Winnipeg, puis je suis confiant là, que l'équipe va revenir encore plus forte de ça, puis je suis confiant là, qu'on a tous le même objectif de se rendre à Calgary l'année prochaine. Ouais, ben c'est ce que les partisans de l'équipe souhaitent de tout cœur. Puis d'ailleurs, mettons, on connaît le calendrier de la saison 2026 déjà. La Ligue canadienne qui l'a publié. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil au calendrier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti? Votre saison régulière va commencer le 4 juin, alors que vous allez affronter plutôt les Tiger Cats de Hamilton. Mais tu l'as bien dit, je pense que pour moi, c'est le match numéro 1 à Hamilton. Écoute, on a gagné sur la dernière seconde, au match de la finale de l'Est. Donc, ça va être intéressant de voir le calibre de Hamilton. Je sais que nous, on va être prêts. Je sais que mon équipe va être la top dans l'Est, si je te parle franchement. Mais écoute,
le football, ça se joue entre les lignes. Puis j'ai hâte de voir le club que Hamilton va avoir cette année. Ouais, on a bien hâte de voir ça. Dis-nous, écoute, les Alouettes ont également annoncé une prolongation de contrat pour Davis Alexander. On sait à quel point l'équipe a été transformée lors de son retour au jeu. Ça a été quoi ta réaction de voir qu'on a ajouté une année au contrat qu'il avait déjà? Je suis pas surpris, Didier. Écoute, tu le sais, tu as été autour de Davis cette saison, puis même l'année dernière. C'est un leader incroyable. Puis je pense que, tu sais, à l'attaque, il aide en tout cas, il aide à créer l'explosion de notre attaque. Tu sais, avec un receveur qu'on vient aussi de signer comme Tyson Philpott. Je pense que Davis, c'est le gars que ça nous prend à Montréal. Fait que je suis content que Danny Machocha puis l'organisation a prolongé Davis. Je pense qu'il le mérite. Puis il a montré que ça peut être le meilleur quarterback de la CFL. Ouais, ben moi, je pense, j'aimerais ça le voir jouer une saison au complet. Tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais, le meilleur carrière de la Ligue canadienne de football. Pour moi, il doit tout d'abord prouver qu'il peut demeurer en santé. Ça, c'est la chose numéro 1. Si il passe à détrôner le joueur par excellence de la dernière saison, Nathan Rook, c'est lui là, qui a la ceinture, si on peut dire, de meilleure carrière de la Ligue canadienne de football. Mais j'ai hâte de voir ça, si Alexander peut rester en santé. Parce que vraiment, je pense qu'il a le talent pour être le meilleur carrière de la Ligue. Puis, dis-nous à quel point vous croyez en lui. Parce que moi, je me souviens encore de lorsqu'il est revenu au jeu contre Calgary. Mais même avant la rencontre, le premier entraînement de la semaine, l'enthousiasme que tout le monde avait, que Jason Maas avait, vous les joueurs, lorsqu'on vous interviewait, tout le monde avait un grand sourire, puis on sentait l'énergie qui était dégagée par vous à la suite du retour à l'entraînement là, de Davis Alexander. Dis-moi qu'est-ce qu'il représente pour vous, puis à quel point justement il a énergisé l'équipe, puis à quel point vous avez semblé être plus confiant lorsqu'il s'est réinséré au sein de la formation. Écoute, comment on se sent envers Davis, je pense que c'est clair. Premièrement, c'est un humain incroyable, comme je le dis, c'est un leader. Quand il parle, les gens l'écoutent. Mais je pense que vraiment, c'est Davis, pourquoi on est aussi bon avec lui, c'est parce qu'il est capable de tirer le ballon partout sur le terrain. Puis ça, c'est très rare à trouver là, dans la CFL, un quarterback qui peut se rendre sur le côté fort autant que loin dans le côté court. Je pense que vraiment, il y a des habiletés qui sont vraiment distinctes. Puis je pense que c'est ça vraiment qui fait la différence. Mais oui, on croit en lui. Pourquoi? Mais c'est parce que je pense qu'il l'a montré. Il l'a montré qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis il a complètement changé notre offensive juste par sa présence. Donc, de l'avoir, comme tu dis, en santé, je pense que c'est une priorité. Si on est capable de l'avoir en santé pendant 18 matchs, plus les matchs de play-off, je pense que ça va être très, très difficile d'arrêter notre attaque. Puis on sait que notre défensive est l'une des meilleures dans la CFL année après année. Donc, j'ai hâte de voir, écoute, mais je suis confiant que Davis va faire tout en son pouvoir pour être prêt, puis en santé tout au long de la prochaine saison. Ouais, moi, je vais toujours croire, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, que s'il avait été à 100%, vous auriez gagné le match à Coupe Grey. T'es pas obligé de commenter ça, parce que les Rough Riders étaient une bonne équipe, ils méritent d'avoir gagné le match. Ben, je continue de croire qu'avec Davis Alexander en santé, vous auriez gagné la rencontre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Écoute, tu viens de terminer, toi, ta 2e saison déjà avec les Alouettes. Dis-moi, là, c'est quoi ton compte-rendu de ta saison, Jeff? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ça? Tu as vraiment gagné en expérience, puis tu es devenu un des joueurs fiables au sein de l'unité défensive. Oui, non, écoute, premièrement, je suis. Si tu m'avais parlé il y a 2 ans, j'arrivais des Dolphins, puis pas que j'étais déçu d'être de retour à la maison, je savais juste pas à quoi m'attendre dans la CFL. Tout ça pour arriver à Montréal, puis avoir une première année incroyable. On s'est rendu à la finale de l'Est. Puis cette année qui s'ajoute, où on se rend à la Coupe Grey, j'ai du temps de jeu. Puis la plus grosse chose, tu sais, dans les ligues professionnelles, c'est quelque chose d'être sur le terrain, mais qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux produire? Puis je pense qu'avec le peu de reps que j'avais cette saison et même l'année dernière, je pense que j'ai montré que je pouvais être un des meilleurs linebackers de la CFL. Puis vraiment, je suis excité pour
la troisième saison. Ah ouais, déjà, c'est fou, là, ta troisième saison. Justement, je me souviens, lorsqu'on t'avait interviewé lors du premier épisode du podcast, là, de la relance du podcast, le sac du corps, tu venais de signer avec les Dolphins de Miami. Puis c'est fou comment le temps passe vite. Puis là, ben, ça va être à ton tour possiblement de signer une prolongation de contrat avec les Alouettes, étant donné que tu as commencé la dernière année de ton contrat en 2026. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou si tu crois que les choses vont s'arranger par elles-mêmes? Écoute, Didier, je sais qu'on est en négociation présentement. Mon but, c'est de trouver un terrain d'entente avec les Alouettes de Montréal. On sait, en tant que Québécois, tu sais, où tu veux aller jouer. Là, tu peux me dire que oui, tu veux aller jouer à Toronto, tu veux aller jouer à Ottawa, ce qui me dérangerait pas, mais en même temps, c'est pas ce que mon cœur veut. Je veux être à Montréal, je veux être avec ma famille, puis j'adore les fans ici. Tu sais, je voudrais pas être nulle part autre dans la CFL. Puis je suis convaincu que Danny va prendre ça en considération, puis on va trouver un terrain d'entente. Ouais, Danny Machocha qui n'a pas chômé depuis la fin de la saison. On a parlé de la prolongation de contrat à Davis Alexander, à Tyson Philpott. Il y a P.O. Lestage, Pierre-Olivier Lestage aussi, qui a signé une prolongation de contrat. Donald Ventrelli, Osé Maltos, Diaz. Alors, Danny, il avait dit qu'idéalement, il voulait re-signer tout le monde avant les fêtes. Alors, écoute, il semble être en voie de faire ça, puis j'espère que tu seras en mesure d'en venir à une entente avec lui et avec les Alouettes. Mais en plus de ça, toi, tu es un homme occupé. Tu viens de dire à quel point c'est important pour toi d'être un membre des Alouettes. Mais en plus, tu viens de Lévis, puis tu redonnes à la communauté, puis ça m'amène à parler de ton camp. Parce que là, les inscriptions sont commencées pour ton camp. Je pense que ça commençait le 1er décembre, la période d'inscription. Ça va être la 2e édition de ton académie de football. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet-là? Puis, qu'est-ce que tu as appris là, de ta première année de ton camp? Parce que je me souviens, Benjamin Saint-Just, lors de sa première année, il avait été surpris par le nombre de jeunes qui s'étaient inscrits à son camp. Puis à chaque année, il a été en mesure de perfectionner le camp. Puis là, je pense qu'il est peut-être rendu à sa 4e ou 5e édition qui s'en vient l'été prochain. Alors toi, dis-moi, comment ça s'est passé ta première édition? Puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Oui, ben, je pense que tu l'as bien dit. Premièrement, c'est une des grosses raisons pourquoi je suis heureux à Montréal. Je peux m'impliquer dans ma communauté. L'Académie GCA, j'ai commencé ça l'année dernière. Puis on a eu un succès incroyable. 265 jeunes qui se sont réunis là, sur la rive sud de Québec. Il y avait des coachs de la NFL, des joueurs de la NFL, des coachs de la CFL, des joueurs de la CFL. Tu sais, je pense que c'est une belle gang. Puis les gars des Alouettes aussi en particulier se sont beaucoup impliqués pour pouvoir redonner puis donner le meilleur camp à Québec. Ça, je suis convaincu. Pour la province, j'ai encore des choses à améliorer, comme tu l'as dit. J'ai appris beaucoup l'année dernière sur comment un camp, ça se monte, puis tout. C'est plus l'organisation, puis comment je peux rendre les choses encore mieux pour les jeunes. Cette année, là, j'ai décidé d'avoir des invités encore plus gros, comme le coach qui m'a recruté à l'Université de Memphis, un coach qui veut dire beaucoup pour moi, Coach Hanking, qui était mon coach de linebacker et defensive coordinator à l'Université de Memphis. J'ai pris le téléphone puis j'ai offert de venir faire une conférence pour dire aux jeunes, tu sais, comment tu traînes ici. Puis en même temps, viens scotter le prochain Jeffrey Quentin, le prochain Ben Saint-Just, le prochain Mathieu Bergeron. Tu sais, fait que je pense que ça, les jeunes vont aimer ça. Puis j'ai une grosse annonce, je peux même la faire maintenant. C'est Coach B. Coach B des Alouettes de Montréal, Brian Archambault, qui va aussi, lui, devenir donner une conférence aux jeunes. Qu'est-ce que ça prend pour être un joueur professionnel puis réussir au plus haut niveau. Mais aussi, je suis content parce que Coach B va aussi coacher les jeunes. Donc, le même coach qui me coach à chaque jour aux Alouettes durant la saison va coacher les kids de 12 à 17 ans. Fait que ça, c'est extrêmement bon. Tu sais, j'ai dû attendre toute ma vie pour avoir le niveau de talent des coachs de la CFL. Mais de l'avoir en bas genre, je pense que ça va être très bénéfique pour eux. Puis j'ai juste hâte là, à la 2e édition. Ouais, puis qui d'autre qui va être présent, du moins qui t'a confirmé ta présence, que ce soit des coéquipiers, des amis comme Mathieu, est-ce qu'il sera présent? Alors qui d'autre? Je te cède la place, fais la promotion de ton cas là, pour les jeunes. Ben, premièrement, on a QB Davis Alexander qui va être de retour cette année pour coacher nos quarterbacks.
Tyson Philpott, qui va être là pour coacher les receivers. Tyrese Beverett m'a confirmé sa présence. Tyra Richard. Beaucoup de Québécois. Alexandre Gagné. Moi, David Dallaire. Puis, excuse-moi, là, ça en fait beaucoup à passer parce que j'ai au moins 20 coachs qui vont être là. Pour Mathieu, il est au courant, il va tout faire pour pouvoir venir rencontrer les jeunes pour une deuxième année consécutive. J'attends encore la confirmation. Puis aussi, évidemment, notre formidable Marc-Antoine Dequoy va être présent. Donc, ça, je suis content. Là. Oui, le maire de la ville. Ah ben, c'est vraiment super. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Ouais, vas-y, je t'écoute. Pardon. J'ai beaucoup d'autres joueurs qui vont s'ajouter à la liste. Je veux juste attendre d'avoir leur confirmation pour... mais écoute, les joueurs de la CFL et de la NFL, c'est pas ça qui va manquer. Puis on donne des cadeaux extraordinaires aux kids à chaque année, comme des casques, des épaulettes, des cleats. Je peux même pas te nommer la liste de tous les prix qu'ils peuvent gagner. Mais écoute, je suis content, honoré de pouvoir faire de l'Académie un succès pour une deuxième année consécutive. Ben, d'ailleurs, ça, c'est vraiment super. Ouais, faudrait que j'aille à Québec, là. Écoute, il y a beaucoup de monde que je connais à Québec. Puis là, il faudrait bien que je me déplace pour aller rendre visite à mon monde à Québec, à mes amis. Puis, ben écoute, l'invitation est lancée. Fait écoute, je vais tout faire pour être présent à ton camp, Jeffrey. Ça va me faire plaisir d'être là. Parce que je trouve vraiment que c'est un beau geste de ta part, là, de redonner à la communauté. Je me souviens du moment que tu avais terminé ta carrière dans les rangs universitaires, tu avais parlé de mettre sur pied un camp pour les jeunes. Benjamin Saint-Just aussi a fait la même chose, puis de vous voir redonner à la communauté de la région d'où vous venez, où vous avez grandi, ben c'est vraiment super tout ça. Là. Puis encore une fois, chapeau d'avoir pris cette belle initiative. Merci beaucoup, Didier. Alors écoute, avant qu'on cesse, dis-moi, qu'est-ce que tu as là de prévu, mis à part ton camp qui va commencer, qu'est-ce que tu as de prévu là pour la saison morte? Est-ce que tu as repris l'entraînement? Est-ce que tu attends au mois de janvier, comme plusieurs joueurs font? Tu vas laisser passer la période des fêtes peut-être? Oui, non, Didier, moi je crois, j'ai été aux États-Unis durant 6 ans. J'ai vu les Américains finir la saison puis commencer l'entraînement 2 semaines après. Moi, je crois qu'après une saison, c'est beaucoup sur le corps. Je crois que le repos est mérité. Je vais être sur le cruise, comme on dit, jusqu'au 1er janvier. Puis après ça, je vais tout donner dans la salle d'entraînement sur le terrain. Puis je vais m'assurer là, d'être prêt pour le camp d'entraînement qui va commencer en mai. Puis on sait que ça va passer vite. Entre-temps, je vais passer du temps avec ma famille. Puis, je vais m'amuser. Je vais voir les gars. Il y a une couple de gars à Montréal. Donc, ça va être la routine, comme on dit. Oui, ça, tu l'as dit, d'entendre le dire. Vous allez être à Saint-Jérôme pour le début du camp d'entraînement. Donc, profite-en effectivement, passer du temps avec tes parents et amis. Écoute, Jeffrey, je te souhaite de passer de joyeuses fêtes, justement d'en profiter avec ta famille. Puis, j'espère que tu signeras prolongation de contrat d'ici les prochaines semaines. Merci Didier. Juste pour finir, j'ai oublié de mentionner que pour s'inscrire à l'Académie, juste se rendre sur notre site internet, le www.academygca.com. Puis vous allez voir l'information aussi sur notre page Instagram, Académie GCA. Bon, ben c'est super ça, Jeffrey. Alors, écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, puis on aura l'occasion de se reparler, puis je tiens à cœur ton invitation pour ton camp. Merci Didier, prends soin de toi. Hey, merci, toi aussi. Didier, avant de poursuivre avec notre tour d'horizon des activités de la 15e semaine dans la NFL, j'aimerais rappeler aux gens qu'on peut s'abonner sur nos différentes plateformes. Sur YouTube, Le Sac du Cœur via Didier Orméjus. Vous avez à cliquer sur la petite clochette en haut à droite de votre écran, de votre cellulaire. Ça nous aide grandement. Notre communauté football sur YouTube s'agrandit de jour en jour. C'est le fun de voir ça. Également, on a une page Facebook, Le Sac du Cœur, page Instagram, Le Sac du Cœur. On peut retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute que vous écoutez vos meilleurs podcasts, Spotify, Apple Podcasts, etc., entre autres. Donc, abonnez-vous sur nos différentes plateformes. Ça nous aide à faire grandir notre projet. C'est grandement apprécié. Maintenant, Didier, si on regarde au niveau de la course aux éliminatoires, on va commencer par l'association américaine. Et on a reçu une question à cet effet de Benro 77 sur Instagram qui nous demande « Salut les gars, beau travail encore une fois. Ma question est... Croyez-vous dans l'association américaine, l'AFC?
Qui, croyez-vous, dans l'association américaine vont faire les éliminatoires entre les Colts, les Ravens, les Texans, les Chiefs et les Steelers? Donc, Didier, Colts, Ravens, Texans, Chiefs, Steelers, qui va accéder aux éliminatoires dans ces équipes-là? Ouais, on a le classement de l'américaine pour les gens à l'écran là, qui nous regardent via YouTube. Ouf, les Colts, les Ravens, les Texans. Je vais y aller avec les Texans. Parce que les Texans jouent très bien là présentement, surtout la performance de leur unité défensive au Arrowhead Stadium contre les Chiefs. On est tellement robuste, là. On joue avec un niveau de robustesse, je pense, qui est pas atteint par les autres formations à travers la NFL défensivement. J'adore ce que je vois de la part de l'unité défensive. Puis CJ Stroud aussi, tu sais, Marc-André, il a été pris d'assaut là contre les Chiefs. La ligne à l'attaque a été mise à l'épreuve, puis il a bien répondu. Il a été en mesure d'éviter les revirements, ce qui a fait la différence au bout du compte. Donc, j'irai avec Houston, parce que Houston, est, comme on dit, est hot présentement. Moi aussi, je pense que j'irai avec Houston. Écoute, moi, je trouve ça fascinant cette saison-ci, Didier. Là. On dirait qu'il y a toutes ces équipes-là, on peut trouver des défauts à toutes ces équipes-là. Les Patriots, on n'a pas affronté personne. Les Broncos, on est 10-2. On a été dans des matchs serrés qu'on a gagnés, je sais pas. Je veux dire, on peut trouver des défauts à toutes ces équipes-là. L'association américaine, c'est ouvert. Ça fait drôle à dire, Didier, mais c'est une occasion à prendre, je pense, pour les Bills, enfin. Je veux dire, les Chiefs sont pas là, les Ravens sont probablement pas là. Je veux dire, Buffalo, là, si on avait fait des acquisitions à la date limite des transactions, ne serait-ce qu'un receveur de passe de qualité, peut-être quelques joueurs en défense, spécialement contre le jeu au sol, on serait peut-être en meilleure posture, mais on est en bonne posture quand même. Mais s'il faut à quel point cette association-là est ouverte cette année, j'ai de la misère à me faire une tête là, sur qui va accéder, mettons, au carré d'as ou au Super Bowl, ou même faire les éliminatoires en ce moment. Non, mais ça veut dire que ça va être enlevé en éliminatoire, là. Tu sais, il va sûrement avoir des surprises, entre guillemets, étant donné là, que toutes les équipes se ressemblent d'une certaine façon. Mais Denver et Houston, avec leur défense, de toute façon, tu viens de parler des Bills, mais là, ils vont affronter les Patriots cette semaine. En tout cas, ça va être intéressant, définitivement. On va jeter un coup d'œil, mettons, au classement du côté de la nationale. Étant donné que ben là aussi, hein, c'est serré, il y a les Panthers de la Caroline qui ont un dossier identique aux Buccaneers de Tampa Bay. Les formations vont s'affronter 2 fois au cours des prochaines semaines, donc ça promet vraiment. Puis il y a tes Eagles hein, qui doivent regarder en arrière. On va en parler des Eagles tout à l'heure, mais il y a les Cowboys, puis là, on a perdu 3 matchs de suite du côté de Philadelphie, donc on garde la porte ouverte là, du côté de la section Est de la nationale. Il faut que tu perds un match, par ici des Bears. On perd un match et on passe de la première à la 7e place dans l'association. Ben oui, hein. C'est serré comme ça. C'est incroyable. Vraiment. En tout cas, ben, ça promet, il reste un mois, donc là, ça va devenir un sprint lors des 4 dernières semaines. Exactement. Donc, passons maintenant aux affrontements de la semaine numéro 15. Didier, es-tu prêt? On y va. Justement, les Bills à 9-4 vont affronter les Patriots à 11-2. C'est un match vraiment intéressant. Buffalo favori par 1,5 au preneur au livre. Ça, c'est quand même... J'imagine Mike Vrabel là, mettre les preneurs au livre là, ou cette statistique-là que les Patriots à domicile avec une fiche de 11-2 sont négligés contre les Bills qui sont sur la route. J'espère que c'est une source de motivation pour les Pats. Alors, mais moi, j'aimerais savoir, Didier, qui sont les vrais Patriots de la Nouvelle-Angleterre? On a gagné 10 matchs de suite et on semble pas les prendre au sérieux encore une fois. T'en penses quoi? Ouais, puis il faut pas oublier que les Patriots ont vaincu les Bills à Buffalo plus tôt cette année. Tu sais, c'est la première fois là. C'est là qu'on s'était dit, oh, ok, il faut faire attention à cette édition-là, possiblement à des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Écoute, moi je crois que les Patriots sont une très bonne équipe. D'ailleurs, là, dans mon power ranking, dans mon état des forces, j'ai mis les Patriots encore une fois en première position cette semaine pour une 2e semaine consécutive. Les Patriots avaient congé, donc eux ils seront frais et dispo en plus. Pensez, Marc-André, ils ont eu congé la semaine dernière et le match va avoir lieu à Foxborough. C'est vraiment une situation qui favorise la Nouvelle-Angleterre. En tout cas, pour moi, les Patriots devraient être les favoris pour cette rencontre. Alors, c'est une jeune équipe des Patriots. Elle a déjà été en mesure de surprendre les Bills. Mais là, il va y avoir de la pression, une certaine pression, je pense, sur les hommes de Mike Vrabel. Parce que ils avaient surpris justement les Bills au début de la saison. Mais là, on sait que les Patriots sont une bonne équipe. On a eu la confirmation, tu viens de le dire, ils ont gagné leurs 10 derniers matchs. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. De quelle façon on sera en mesure de gérer la pression du côté des hommes de Mike Vrabel. Comparativement à ce groupe de joueurs des Bills,
On sait, là, depuis les 5 dernières années, on va loin en éliminatoire, on en a joué des gros matchs, que ce soit contre les Ravens, contre les Chiefs de Kansas City. Ben, c'est le premier rang, là, de la division qui va se jouer, il n'y a aucun doute, à Foxborough, entre Buffalo et les Patriots. Je suis prêt à me faire ramasser dans les commentaires YouTube parce que je vais déverser mon fiel sur les Patriots. Oh. Puis je sais qu'il y a beaucoup de partisans des Patriots au Québec. Énormément, même. Je pense que tu vas te faire traiter de hater. Tu vas te faire traiter de hater. Attention. J'ai pas fait de sondage, là, mais je suis convaincu que je pense que c'est l'équipe la plus populaire au Québec. Je pense que c'est les Patriots. C'est l'équipe la plus proche, disons, en termes de... Avec les Bills, je dirais. Donc, tu sais, étant donné, Buffalo aussi, c'est pas loin. Il y a bien des gens du Québec qui vont voir des matchs des Bills. Vas-y, bon, qu'est-ce que tu vas dire, là? Belle huile sur le feu, là. Les Pats ont battu seulement une seule équipe cette saison qui ont 8 victoires actuellement. Et également, les Pats ont affronté une seule équipe, mais en fait, la victoire, c'était contre, évidemment, les Bills. Et les Pats ont affronté une seule équipe qui marque plus de 25 points par match également cette saison, c'est les Bills. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a un calendrier d'équipe de 4e place. J'enlève rien aux 11 victoires à la fiche des Patriots, mais je pense qu'on n'a vraiment pas été testé à bon escient. On a une jeune équipe. Je pense que les Bills, si ça n'avait pas été des revirements lors du dernier match, les Bills en ont commis 3, ben on aurait peut-être eu un scénario différent ou un dénouement différent à ce match-là. On avait même, du côté des Bills, amassé, écopé de 11 pénalités. C'est énorme pour un total de quoi? De 90 verges à peu près. Donc, moi, je pense que les Bills vont remédier à la situation et je pense également que, justement, les Bills, si on est capable de bien gérer le ballon parce qu'on a, du côté des Bills, une fiche de 2-4 cette saison lorsqu'on on est victime de 2 revirements ou plus. On a une fiche de 7-0 lorsqu'on est victime de seulement un ou aucun revirement dans un match. Je pense que la clé du côté des Bills, c'est s'en remettre à Josh Allen, c'est de bien protéger le ballon. Et je pense que les Bills vont faire un statement, comme on dit, et vont aller battre les Pats à Foxborough. Oh, OK. Donc, tu choisis les Patriots, tu choisis les Bills, en fait, plutôt pour l'emporter. Écoute, moi, j'ai hâte de voir la confrontation parce qu'on sait du côté des Bills, faut courir avec le ballon. Tu sais, si on veut connaître du succès, c'est là que cette attaque-là est à son mieux. En tout cas, moi, je le crois. Tu viens de parler de Josh Allen. Encore une fois, il est allé de tour de magie avec son toucher au sol d'une 40aine de verges contre les Bengals de Cincinnati. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. N'eût été des 2 revirements là, lors de 2 possessions consécutives. Les 2 interceptions dont a été victime Joe Burrow, dont l'interception pour un toucher de Christian Benford. Buffalo aurait perdu ce match-là parce que les Bengals contrôlaient la rencontre. Alors, moi, je vais prendre les Patriots, OK, Marc-André, parce que je crois pas... Pour connaître du succès, Buffalo doit être en mesure de courir avec le ballon et James Cook. Je sais, Josh Allen, c'est Superman. Mais si on peut rendre l'attaque unidimensionnelle de Buffalo, forcer Buffalo de nous battre avec le bras de Josh Allen et les receveurs des Bills, puis on s'en est parlé tout au long de la saison, on n'est pas vraiment un grand fan, on n'est pas des grands fans de ce groupe de receveurs-là. La défense des Patriots, c'est une des meilleures contre le jeu au sol. Donc, justement, je crois pas que James Cook va pouvoir connaître un bon match. On a une bonne tertiaire du côté de la Nouvelle-Angleterre. Alors, je crois que les Patriots vont être en mesure de vaincre pour une 2e fois cette saison les Bills de Buffalo. Puis, j'ai même pas mentionné le nom de Drake May encore une fois. Donc, c'est ça. Puis, la défense des Bills, elle a des lacunes contre le jeu au sol. Puis, on va courir avec le ballon du côté des Pats, étant donné qu'on va être privé encore une fois des services de Will Campbell. Donc, comme toi, j'y vais avec... pas comme toi, en fait. Moi, j'y vais avec les Patriots. Toi, tu y vas avec les Bills. Donc, j'ai hâte de voir lequel de nous deux aura raison. Écoute, j'ai le calendrier des Patriots, là. Je voulais juste ajouter à mon point rapidement en rafale le calendrier 2025 jusqu'à maintenant. On a perdu contre les Raiders dans la semaine numéro 1. Ensuite, victoire contre les Dolphins, défaite contre les Steelers. Ensuite, des victoires. Panthers, Bills, OK? Saints, Titans, Browns, Falcons, Buccaneers, Jets, Bengals, Giants. Fait que là, tu essaies d'ajouter du poids à ton argument, là. Non! Puis en plus, le calendrier est hyper facile. OK, Bills, encore une fois. Ravens, rien ne va plus. Ensuite, la Oui, on a compris. On finit Jets, Dolphins. Bref,
D'accord, on passe à l'autre match. Non, je sais. Mais c'était une des pires équipes de la NFL l'année dernière, donc la récompense pour ça, c'est d'avoir un calendrier facile. Mais je pense vraiment que les Patriots sont une bonne équipe parce que j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. L'atmosphère va être incroyable au Gillette Stadium. J'arrête, je vais me faire pitcher des roches en passant. Si les Pats battent les Bills, c'est le premier balayage face aux Bills depuis 2019. Les Ravens, qui ont une fiche de 6-7, vont affronter les Bengals, qui sont 4-9. Baltimore, favori par 2,5 au preneur au livre. Ça va être un match hyper intéressant. Hein. Si j'ai aimé ce que je vois de Joe Burrow, en fait. C'était pas de ces deux interceptions-là. Il joue du football inspiré. J'ai trouvé, Didier, que l'aura de Joe Burrow, ça change tellement une équipe. Je dis pas que la défense des Bengals est meilleure, mais je trouve qu'elle joue mieux parce que, justement, on arrive sur le terrain confiant. C'est fou ce que la confiance, c'est fou ce que l'aura d'un quart de concession fait pour une équipe. Les Burrows, 6 touchés en 2 matchs depuis son retour, moyenne de 272 verges par match via la voie aérienne. J'ai hâte de voir ce match-là parce que si les Bengals, on a une maigre chance de participer aux éliminatoires. Faut qu'il arrive plein d'affaires, là. Mais quand même, c'est un match qu'on ne peut vraiment pas perdre là, du côté des Bengals. Ouais, ce qui est ironique dans la défaite de Cincinnati à Buffalo, c'est que c'est pas la défense qui a coûté le match. En fait, l'unité défensive, dans l'ensemble, là, pour son niveau de talent, elle a pas mal joué contre les Bills. Mais c'est vraiment, ce sont ces deux revirements-là de Joe Burrow, mais également Zach Taylor, l'entraîneur-chef. Tu sais, lui, dès que Burrow revient au jeu, ben, laisse-moi passer le ballon à outrance. Les Bills ont une des pires défenses de la NFL contre le jeu au sol. Puis on n'a pas suffisamment utilisé Chase Brown, selon moi. Tu sais, par plus de ça, il neigeait. C'est pas des conditions faciles. Alors, c'est pas la plus brillante décision là, de la part de Zach Taylor de s'être mis à passer avec le ballon avec outrance. Surtout qu'en début de match, on avait inclus Chase Brown dans le plan de match. Là, on va affronter la défense des Ravens de Baltimore, qu'elle en arrache vraiment. On l'a vu contre les Steelers de Pittsburgh. On a accordé des longs jeux, surtout en première demi, à Aaron Rodgers et DK Metcalf. Là, il semble toutefois que T. Higgins va rater la rencontre. Hein. Higgins, je ne sais pas pourquoi on l'a gardé dans le match à Buffalo. C'était évident, il revenait au jeu après avoir subi une commotion cérébrale. Il s'est cogné la tête à nouveau. Puis malgré tout, les médecins l'ont laissé dans le match. Puis là, il est de retour dans le protocole des commotions cérébrales. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a eu de la négligence dans son cas, parce que je regardais le match en compagnie de Renaud Bourbonnais lorsqu'on faisait la description du NFL Red Zone. Puis en temps réel, on se disait, mais qu'est-ce que T. Higgins fait toujours dans la rencontre? Bref, Ja'Marr Chase sera toujours là. Je pense qu'il va pouvoir donner des mots-têtes à la défense des Ravens de Baltimore. Je peux pas endosser les Ravens présentement, Marc-André. De la façon dont ils jouent, j'en ai parlé tout à l'heure. La défense, on a perdu MWK, l'excellent plaqueur en début de saison, puis on l'a pas remplacé. On a beaucoup d'ennuis. Et encore une fois, Lamar, Marc-André. Habituellement, Lamar Jackson, il est le joueur le plus rapide sur le terrain. Mais là, on peut pas dire ça cette année. Tu sais, depuis qu'il s'est blessé, il est allé de quelques courses la semaine dernière, mais il a simplement pas l'air d'être dans son assiette. Je l'ai trouvé mieux, moi. Il a inscrit un touché. Je l'ai trouvé un peu plus à l'aise, pour être bien honnête. Je pense pas que c'est encore la grande forme, mais je trouve que c'était son meilleur match là, en termes de ce qu'on s'attend de Lamar Jackson. Personnellement, j'ai trouvé, justement, je pense qu'il y a de l'amélioration à ce niveau-là. Est-ce que ce sera suffisant pour permettre aux Ravens de coller quelques victoires puis pour espérer participer aux éliminatoires? Je ne le sais pas. Par contre, j'ai bien hâte de voir, mais moi aussi, la défense, c'est vraiment la défense des Ravens qui me déçoit dans mon cas. On n'a aucune pression sur le corps, aucun pass rush, comme on dit. Maintenant, on est 26e contre la passe. Je pense que T. Higgins, bon, dans le protocole des commotions, ne devrait pas avoir le temps de jouer. Normalement, on manque un match là, si on est dans le protocole des commotions. Mais je pense que Joe Burrow pourrait s'amuser là, aux dépens de cette défense-là, cette tertiaire-là qui en arrache ces temps-ci. Ça va être un match quand même parce que pour Lamar Jackson, la défense de Cincinnati, elle est mauvaise. 31e contre la passe également. Mais on a vu lors du premier match entre les deux équipes il y a quelques semaines. C'était quoi? C'était il y a 2 semaines. On a commis des revirements à Lamar Jackson. Revirements. Mais oui, exact. Je l'ai trouvé mieux face aux Steelers, Lamar, mais je ne suis pas encore convaincu. Moi, je prends les Bengals pour l'emporter dans celle-là.
Ouais, moi aussi, je choisis Baltimore pour l'emporter. Baltimore, excuse-moi, je choisis les Bengals pour l'emporter. Ben oui, c'est ça. Puis la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était les revirements qui avaient fait mal à Lamar Jackson et aux Ravens. Mais c'est pas comme si Lamar jouait bien. Écoute, à ces 4 dernières rencontres, Lamar Jackson, c'est une passe de toucher contre 4 interceptions, Marc-André. Alors, c'est ça. Bon, on est les deux à prendre le Cincinnati, mais les deux équipes, là, vraiment, ben c'est ça. Ils ont vu leur chance de participer aux éliminatoires la semaine dernière prendre un dur coup avec leur défaite. Les Chargers à 9-4 vont se rendre à Arrowhead pour affronter les Chiefs qui sont 6-7. Kansas City favori par 4,5 au preneur au livre. On a une question de Frédéric Truchon via Facebook qui nous demande « Salut Didier et Marc-André, super podcast que j'écoute religieusement à chaque semaine. Merci Fred. Croyez-vous que si les Chiefs ne font pas les éliminatoires cette saison, est-ce que c'est principalement la faute de l'attaque? Contre les Texans, la défense de Casey a connu une grosse deuxième demi, contrairement à l'attaque qui n'a jamais pu se mettre en place. Didier. » Oui, merci Frédéric pour ta question. Puis je suis entièrement d'accord. C'est à cause de l'attaque. C'est pas l'unité défensive. La défense des Chiefs, elle demeure une des meilleures, une des bonnes de la NFL. Puis on l'a vu, on a fait la vie dure à CJ Stroud. On l'apprécie. Josh Karlaftis, Chris Jones s'était présenté à ce match-là. Mais la décision, Marc-André, d'Andy Reid, là, avec l'égalité 10-10, dans un match qui était une bataille défensive, à sa ligne de 31 verges, de parier en 4e essai, j'en revenais pas. C'est comme si Andy Reid a paniqué avec cette décision-là. Puis ça a coûté le match parce que ça a été le point tournant. Les Texans ont été en mesure d'inscrire un touché par la suite. Alors oui, c'est l'attaque qui est à blâmer pour cette saison difficile du côté de Kansas City, mais on en avait parlé durant l'été, Marc-André. Tu sais, qu'on n'était pas certain du personnel en attaque qu'on avait du côté de Kansas City. Puis encore une fois, moi j'en viens à la date limite des transactions, de ne pas avoir complété de transaction pour amener un porteur de ballon. Parce qu'encore une fois, la semaine dernière, qui a été le meneur au sol pour les Chiefs, ça a été Patrick Mahomes. Ça, c'est pas une recette pour gagner. Donc, on va devoir amorcer une reconstruction du côté de l'attaque de Kansas City, mais même défensivement. Tu sais, Chris Jones est rendu dans la trentaine. Il commence à prendre de l'âge. Il se présente pas nécessairement à tous les matchs. Lors des matchs importants contre les bonnes équipes, il est là, mais tu sais, on le voit, il peut pas jouer avec effort à toutes les semaines. Alors, merci à Frédéric pour sa question. Beaucoup de ballons échappés également là, du côté des Chiefs. Là. Rashee Rice, quelquefois, Kareem Hunt, Travis Kelce à la fin, là, qui a mené à une interception. J'ai bien hâte de voir ça parce que oui, on peut parler des problèmes de la ligne d'attaque aussi des Chargers contre le front défensif des Chiefs, mais le front défensif des Chiefs, la pression, elle vient pas aussi rapidement là, cette année, je trouve. Ça va peut-être être pas si pire que ça pour la ligne à l'attaque des Chargers. Moi, je veux quand même, on fera jamais assez l'éloge de la défense des Texans aussi. Patrick Mahomes a complété 42% de ses passes lors du dernier match. C'est le pire pourcentage de sa carrière. Sa cote d'efficacité, le fameux QB rating, là, est à 19,8. C'est la pire cote également de sa carrière. Je pense qu'il faut donner le crédit également à l'incroyable défense des Texans là-dessus. Les Chiefs, 4 défaites en 5 matchs. Mais je pense quand même que les Chiefs vont l'emporter. Pourquoi? Parce que du côté des Chargers, on a premièrement une semaine courte. On a un corps arrière amoché. On a vu à quel point Justin Herbert, c'était pas évident là, lundi soir. 139 verges contre les Eagles. Il a complété moins de 50% de ses passes. Il est clairement pas au sommet de son art en ce moment. Et je pense que justement, on va en avoir besoin. Là, on va avoir besoin de tout notre petit change pour vaincre les Chiefs qui s'accrochent à quelque chose. Ils ont 14% encore des chances de faire les éliminatoires seulement. C'est pas beaucoup, mais si on veut s'accrocher, il faut absolument pas perdre ce match-là contre les Chargers. Moi, je prends les Chiefs pour l'emporter, même si pour la première fois depuis 2015, ils ne seront pas champions de la division Ouest de l'Association américaine. Je peux pas prendre les Chargers sur la route au Arrowhead Stadium avec la foule bruyante, avec cette ligne à l'attaque-là. Parce qu'on l'a vu, tu sais, Justin Herbert s'est fait tabasser lundi soir. Puis c'est comme ça depuis plusieurs semaines, là. Étant donné qu'on a plusieurs réservistes au sein de la ligne à attaque. On a même perdu les services de Trey Pipkins, qui était le bloqueur à droite, qui est essentiellement, le troisième bloqueur à droite, au moins le deuxième bloqueur à droite, du côté des Chargers, à la suite de la blessure à Joe Hart. Bref, cette ligne à l'attaque-là, tu sais, ça a pratiquement été un miracle que les Chargers ont été en mesure de vaincre les Eagles de Philadelphie. On est encore à la prolongation. Ouais, je sais, on va en parler tout à l'heure. Tu vas pas y échapper. Mais ça pour dire, je vais choisir les Chiefs, Marc-André. Je vais choisir les Chiefs en raison des nombreux blessés au sein de la ligne à attaque de Kansas City. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la ligne à attaque
des Chargers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la foule bruyante qu'il va avoir à Kansas City, c'est super que les Chargers ont été en mesure de l'emporter lundi soir, malgré tous les blessés qu'ils ont. Mais là, ça va venir les rattraper, je pense, parce que Kansas City, on doit être désespéré. Là. C'est le dernier espoir. Je pense que c'est le pourcentage de chance des Chiefs de participer aux éliminatoires est seulement rendu à 12%, quelque chose du truc, du genre, peut-être que je me trompe, d'équipe. Mais bref, choisis les Chiefs pour gagner. 14, bon c'est ça. 14%, ouf. C'est vraiment pas énorme. Les Packers à 9-3-1 vont affronter les Broncos à 11-2. Green Bay, sur la route, face à une équipe qui est 11-2, favori par 2,5 au preneur aux Leaves. Ça va être un match défensif à prévoir. Et Didier, j'ai une petite stats pour toi, une petite stats nichée. Là. Denver, 10 victoires de suite également. C'est la première fois que dans l'histoire de la NFL, que deux équipes qui ont une séquence de 10 victoires, les Pats et les Broncos, sont négligées à la maison. C'est quand même... Je sais que ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est quand même une stat nichée, le fun, de dire qu'on ne croit pas aux Broncos, on ne croit pas aux Pats à Vegas. C'est assez fascinant, mais oui, match défensif à prévoir entre deux des meilleures unités défensives là, du. Ouais, puis écoute, moi j'ai vraiment aimé la performance de Jordan Love pour une deuxième semaine consécutive. Tu sais, j'en parlais la semaine dernière. Après son match lors du jeudi de l'Action de grâce américaine au Ford Field, où il avait complété 4 passes de toucher, ben moi c'est ça ma question. Est-ce que Jordan Love pouvait nous offrir une bonne performance, une solide performance lors d'un deuxième match de suite contre une équipe de qualité, les Bears de Chicago? Puis la réponse a été oui. 234 verges par la passe pour Love, 3 passes de toucher, une interception. Christian Watson, 4 réceptions, 89 verges, 2 touchés. On a été en mesure de réaliser des jeux explosifs du côté de l'attaque aérienne des Packers. Puis c'est ça qui a fait la différence. Maintenant, est-ce qu'on va voir répéter ça contre la défense des Broncos? Tu sais, avec le front des Broncos, je rappelle, Denver est au premier rang de la NFL pour les sacs du quart. Le jeu au sol va devoir être un élément là, du côté des Packers. Mais ce que j'aime, c'est que Matt Lafleur, habituellement, dans sa sélection de jeu, il y a toujours de l'équilibre. Puis on a vu Josh Jacobs a bien joué contre les Bears de Chicago. Donc moi, je vais prendre les Packers. OK, là, Jordan Love, là, je commence à croire en toi, déçois-moi pas, OK? Donc, je veux voir Jordan Love connaître un bon match, mais je vais choisir des Packers à Denver parce que l'attaque des Broncos, je m'excuse. Encore une fois, la semaine dernière, oui, on a vaincu les Raiders 24-17, donc la marque finale est trompeuse, le match n'était pas du tout été serré, mais Bo Nix Marc-André, il a complété 31 passes pour seulement 212 verges contre la mauvaise défense des Raiders. Ça, là, c'est bon pour seulement une moyenne de 5,6 verges par passe complétée. Puis on n'a pas vu Nix être en mesure de compléter des passes dans les zones profondes régulièrement depuis le début de la saison. Je crois pas que ça va changer contre Micah Parsons et compagnie, l'excellente défense des Packers. Alors moi, j'y vais avec Green Bay. Je parlais de la séquence de 10 victoires des Broncos tout à l'heure. Au cours de cette séquence-là de 10 victoires, 8 de leurs 10 victoires ont été par un touché ou moins. 6 de ces victoires-là ont été par 3 points ou moins. Et ils tiraient de l'arrière dans un match, dans 9 des 10 matchs au cours de cette séquence-là. C'est vraiment une équipe qui, bon, on le sait, qui revient de l'arrière au 4e quart, qui joue parfois seulement un quart sur les 4 dans un match de football. Mais j'ai beaucoup de misère à endosser là, les Broncos dans ce cas-ci, moi aussi, parce que je pense que les Packers, c'est l'une des meilleures équipes dans la NFL en ce moment. Par contre, Green Bay, à Denver, dans l'histoire, fiche seulement de 1-7 à Denver. La seule victoire en prolongation, 19-13 en 2007. Ça a repris un tour de magie de Brett Favre, Didier, pour l'emporter. Également, Denver est 6-0 à domicile également. Mais moi aussi, je prends les Packers pour l'emporter parce que je pense qu'on va être maintenant 2-7 à Denver parce que je pense que c'est la meilleure équipe. Et pour un ami, Didier, là, si tu avais Christian Watson dans un pool fantasy, en éliminatoire fantasy cette semaine, tu prendrais une chance de le faire jouer ou tu le laisserais de côté en se disant que probablement que Patrick Surtain va être sur son cas? Je dis ça c'est une grosse décision, hein, ça. Ouais, ça, c'est une grosse décision. Ouais, mais une chose que j'aime, c'est le retour au jeu de Jayden Reed. Moi, j'avais oublié Jayden Reed. Tu sais, il était blessé depuis le début de la saison.
Puis il a vraiment donné un beau coup de main à l'attaque des Packers, parce que tu sais, il est polyvalent. Tu peux l'utiliser comme receveur de passe, mais également, tu sais, je parlais qu'on va avoir besoin du jeu au sol face aux chasseurs de quart des Broncos de Denver. Bon, on lui a remis le ballon au sol, tu sais, sur du jet sweep à l'occasion. Donc cette polyvalence-là, ça manquait à l'attaque des Packers de Green Bay. Ah, je prendrais pas de chance. Je prendrais pas de chance. Je garderais Watson sur le banc. Si on utilise Surtain, si Surtain se met à le suivre, ça doit être quelque chose à surveiller, aucun doute là-dessus. C'est toute une confrontation entre l'explosif Christian Watson et Patrick Surtain. Mais c'est toi l'expert fantasy, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Est-ce que tu ferais jouer Watson contre potentiellement Surtain? Ben, l'ami en question te remercie, puis c'est ça. C'est moi qui se pose ces questions-là en disant je sais pas quoi penser. Christian Watson est en... T'as couvert ton identité. Exact. Non, mais Christian Watson est en feu aussi. Je me dis que ça va être un match à bas pointage, en fait. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de points fantasy dans ce match-là, comme on l'a mentionné. Ben, c'est ça, écoute, ça dépend toujours de qui j'ai sur mon banc, mais je voulais avoir ton opinion franche sur Christian Watson. Et j'ai Jayden Reed également. Donc, ça me fait du bien de savoir que Jayden Reed, en PPR peut-être, Jayden Reed dans les zones courtes, je sais pas. C'est vraiment un match. Ouais, il peut te marquer un toucher au sol. Tu sais pas, on peut lui remettre le ballon sur un jet sweep à la porte de la zone des buts, puis là, c'est un toucher, c'est 6 points. Donc, il y a ça qui est intéressant avec Jayden Reed. Donc, les Packers. Les Lions, à 8 et 5, vont affronter les Rams, qui sont 10 et 3. Les Rams favoris par 5,5 au preneur au livre. Le total, Didier, de points dans ce match-là est à 55,5 points. Donc, c'est le plus haut total, évidemment, de la semaine. Donc, on s'attend à un festival offensif. Là, on peut parler en termes de fantasy, la petite parenthèse. Faites jouer tous vos joueurs ou presque dans cet affrontement-là. Les deux équipes. Ça va être exactement, Didier. Tu t'attends à quoi? Est-ce que tu t'attends toi aussi à un feu d'artifice là, entre ces deux équipes-là? Ouais, très souvent, lorsqu'on s'attend à des feux d'artifice, ben c'est ça, ce sont des pétards mouillés. Là, essentiellement, on se retrouve avec des matchs à bas pointage. Mais faut oublier que l'unité défensive des Rams, c'est une des meilleures de la NFL. La semaine dernière, les Rams ont été en mesure de rebondir après s'être fait surprendre par les Panthers en Caroline. On a donné une raclée aux Cardinals en Arizona. 280 verges par la passe, 3 passes de toucher pour Matthew Stafford. Puka a été incroyable, 7 réceptions, 167 verges, 2 touchés. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime le plus du côté de l'attaque des Lions? Parce qu'on parle beaucoup du duo de porteurs de ballon, bien sûr, de Détroit. Avec raison, de Jahmyr Gibbs et David Montgomery. Mais le duo de Karen Williams et de Blake Corum, il n'est pas reposant non plus. Là. Maintenant qu'on implique beaucoup plus Corum au sein de l'attaque. La semaine dernière, pour Williams, ça a été 13 courses, 84 verges, 1 touché. Corum, 12 courses, 128 verges, 2 touchés. Et Marc-André, ces deux porteurs de ballon-là, ils ont des styles similaires. T'sais, physiquement, ils se ressemblent. Même, je les ai vus assis sur le banc, les deux, côte à côte, sans leur casque. Ils se ressemblent. Les deux, ils sont robustes, peuvent attraper des passes en sortant de champ arrière, mais c'est qu'ils s'entraident les deux, comme Gibbs et Montgomery, parce que on a tout le temps des forces fraîches dans le champ arrière des Rams de Los Angeles. Je voulais juste mentionner le duo de Williams et Corum vont jouer un rôle clé là, du côté des Rams, pas juste pour ce match-ci, mais lorsqu'on va arriver en éliminatoire, surtout si on n'a pas l'avantage du terrain, si on joue pas au SoFi Stadium, on va possiblement devoir se rabattre sur le jeu au sol si la température est un facteur. Alors, en tout cas, ce duo-là de Williams et Corum, je l'aime énormément. Écoute, moi, je pense que les Rams, là, on fonctionne en plein régime. Depuis notre semaine de congé, on a une fiche de 5-1. On marque en moyenne 34 points par match. Moi, j'aimerais parler de Davante Adams également, qui est en train d'être... C'est un véritable poison là, à la porte des buts ou dans la zone payante. Il faut, Didier, Davante Adams, là, bon, il mène la NFL pour les toucher, mais il mène aussi la NFL pour les cibles dans la zone payante, donc la red zone, avec 24. Ça, c'était même avant le dernier match. Et pour monter à la saison 2016, pour voir un receveur de passe avec autant de cibles dans la zone payante, c'était Mike Evans en 2016 avec 26, mais 24, c'est énorme. Il connaît toute une saison, il est un véritable poison. Je pense que c'est une arme de destruction massive là, pour les Rams à la porte des buts. Davante Adams, j'ai bien hâte de voir ce qu'on peut faire. Moi, j'avais des petites stats sur Jahmyr Gibbs, à quel point il était incroyable du côté des Lions. Moyenne de 5,57 verges par course, mais 7,7 à ses 5 derniers matchs et 9 touchés.
pense qu'on va avoir le droit à des feux d'artifice, à des flamèches dans ce match-là. Prends les Rams pour l'emporter à domicile, puis en plus, ça va être le fun, dans un dôme, pas de neige, pas de température, pas de mauvaise température, pas de vent, pas de pluie. Ça va être vraiment un match entre deux puissances offensives. J'ai hâte de voir ça. Prends les Rams pour l'emporter. Oui, justement, tu as mentionné Jahmyr Gibbs. On a préparé un tableau pour nous montrer à quel point il est productif là, depuis le début de sa carrière. On sait, mais c'est même historique là. Lors de des 3 premières saisons, il est parmi les meneurs en termes de touchés. Là. Puis c'est pas peu dire, regarde-moi ça. Donc les plus de touchés pour les gens qui nous regardent via la chaîne de YouTube, plus de touchés lors des 3 premières saisons en carrière. Il est égalité avec Barry Sanders à 47 touchés. Donc il va marquer au moins un autre touché là d'ici la fin de la saison. Afin de s'approprier ce record. Mais regarde-moi la liste, Marc-André. Tu sais, il y avait Barry Sanders, Eric Dickerson, tous des membres du Temple de la Renommée. Alors, c'est le genre de début de carrière que Jahmyr Gibbs connaît. Puis, il est la priorité pour les défenses adverses lorsqu'on affronte les Lions. Tu sais, c'est lui la priorité, le joueur qu'on doit arrêter parce que ce frappeur de coup de circuit, il peut marquer un toucher de 60 verges à tout moment, de partout ou à peu près sur le terrain. Il est une menace pour amener le ballon jusque dans la zone des buts. Mais on a des blessés du côté des Lions. Tu sais, ici et là, on en a du côté de l'attaque. Du côté de la défense, les Rams sont simplement l'équipe la plus en santé. Puis moi, je suis en amour avec le front de la défense des Rams, Colby Turner, Jared Verse, Braden Fisk et compagnie. Je choisis Los Angeles pour gagner. Je sais ça va faire mal à Guillaume, mais je choisis moi aussi les Rams afin de l'emporter. Les Dolphins à 6-7 vont se rendre à Pittsburgh pour affronter les Steelers qui sont 7-6. Pittsburgh favori par 3. Honneur au livre, c'est le match du lundi soir pour le lundi prochain, entre autres. Jérôme Tremblay via Facebook qui nous demande, avec la perte de Tyreek Hill, les Dolphins ont-ils enfin trouvé leur identité? C'est une équipe qui court beaucoup avec le ballon et lance moins pour limiter Tua Tagovailoa. McDaniels mérite-t-il une autre chance au début de l'année prochaine? Une statistique pour appuyer ça, Didier. Dans notre séquence de victoires, de 4 victoires, les Dolphins, Tua Tagovailoa lance pour en moyenne 157 verges, donc c'est pas compliqué. On a 192 verges au sol, c'est pas compliqué. On limite Tua Tagovailoa et ça fonctionne. Tu penses que c'est une recette qui peut être gagnante là, à court, moyen et long terme? Ouais, définitivement. Écoute, Devon Achane connaissait tout un match la semaine dernière. Il a quitté blessé aux côtes, mais il a amassé 92 verges et un touché avant de se blesser. Après, encore Mike McDaniel a dit... en seulement 7 courses, c'est ça, là, c'est fou. McDaniel a dit qu'il allait être à son poste contre les Steelers. Oui, alors, écoute, Jérôme a raison. T'sais, on a dû changer l'identité de l'attaque des Dolphins de Miami, pas juste pour protéger Tua, mais également protéger la ligne à attaque, parce que c'est pas une bonne ligne à attaque en termes de protection. Et puis, non seulement ça, mais quand tu cours avec le ballon, qu'est-ce qui arrive? Tu es en mesure de contrôler l'allure de la rencontre. Tu es en mesure de contrôler le temps de possession. Et ça fait en sorte que la défense des Dolphins passe moins de temps sur le terrain. Donc ça fait que ta défense est meilleure parce qu'elle passe moins de temps sur le terrain. Elle est plus fraîche lorsqu'elle s'amène contre les attaques adverses. Puis, on va voir. Il reste un mois à la saison afin de répondre à la question est-ce que McDaniel est en train de sauver son poste? Mais là, Miami, Marc-André a gagné ses 4 derniers matchs, 5 de ses 6 dernières rencontres. Pour le moment, je suis obligé de dire que oui, que McDaniel est en train de sauver son poste. Cette équipe-là est transformée depuis qu'on a congédié le DG Chris Greer. J'en reviens pas parce qu'il y a un mois et demi, pour moi, c'était tellement clair que McDaniel n'allait pas être de retour. Mais en plus de ça, le propriétaire des Dolphins est un grand fan de son entraîneur-chef. Lui, il cherche juste une raison pour garder Mike McDaniel. Alors, j'ai l'impression que oui, qu'il est en train de sauver son poste pour répondre à la question. Et en plus, on parlait des succès au sol des Dolphins. On affronte les Steelers cette semaine qui ont accordé plus de 200 verges au sol aux 2 dernières équipes auxquelles ils ont affronté. On se souvient des Bills il y a 2 semaines. Ils ont fait le même jeu à peu près 65 fois, puis ça a fonctionné, puis on a continué à courir. Donc, je pense que moi, dans ce match-là, Didier, je vais choisir les Dolphins, mais je le sais. Voici le segment météo. Je sais que les Dolphins ont une fiche de 0-11 en saison régulière quand la température est sous 4 degrés Celsius. Et même dans cette séquence de 11 défaites-là, ils perdent en moyenne par 15 points. On n'aime pas jouer dans le froid du côté des Dolphins. Et c'est connu. La météo à Pittsburgh, lundi, on annonce -3 avec de la neige. C'est ça les prévisions. Mais je pense que toute mauvaise chose a une fin.
Bref, je pense que la guigne va s'arrêter côté des Dolphins. Je pense qu'on va aller chercher une grosse victoire. On va s'en remettre à notre jeu au sol. Achane, Gordon, Jalen Wright. Tout poudrer ça de Jalen Waddle, Darren Waller. Je pense que les Dolphins peuvent causer la surprise puis aller battre les Steelers à Pittsburgh et demeurer dans la course aux éliminatoires. Ouais, t'as tellement raison de mentionner la température, parce que comme on l'a vu le week-end dernier, ça commence à être un facteur. Hein. Il y a des rencontres où il neigeait, notamment à Buffalo, dans le sud, en Floride, à Tampa Bay, à Jacksonville. Il pleuvait abondamment. Écoute, c'était fou là lorsqu'il nous montrait les images là, de proche, puis qu'on voyait la grosseur des gouttes qui tombaient. Donc c'est ça, on est rendu à ce temps-ci de l'année où tu dois être en mesure de courir avec le ballon. Tu sais, même à Green Bay, le match entre les Bears et les Packers, il faisait froid. C'est une des raisons pourquoi les Dolphins, ils ont couru avec le ballon la semaine dernière, ce qui peuvent reproduire les succès, ces mêmes succès-là contre les Steelers. Je vais pas donner le bénéfice du doute aux Dolphins. J'ai encore quelques doutes, Marc-André. Je vais prendre les Steelers, surtout que l'attaque aérienne a bien fonctionné la semaine dernière à Baltimore. Écoute, 7 réceptions pour 148 verges du côté de DK Metcalf. J'ai une statistique pour toi, là, tu nous en sors toujours des bonnes statistiques. J'en ai une, je crois que tu vas l'apprécier, Marc-André. Aaron Rodgers, à ses 11 premiers matchs, dans les passes qui voyageaient plus de 20 verges dans les airs, il était 7 en 29. Imagine-toi, 7 en 29. Mais dimanche dernier, il a été 4 en 4. OK, pour ce genre de passe-là. Puis, certaines de ces passes-là ont été attrapées justement par DK Metcalf. Alors, on va voir ces Steelers. Parce que d'une semaine à l'autre, on n'a aucune idée quel genre de performance Pittsburgh va nous offrir. On va jouer à domicile contre Miami. Je vais prendre les Steelers. Mais ouf que je suis pas certain. J'aime ça. J'aime ça. En rafale maintenant, Didier, on sait qu'on essaie d'aller rapidement, mais qu'on ne réussit jamais. À suivre cette semaine. Ouais. On n'a toujours pas parlé de tes Eagles en plus. Et des Colts. On va s'attarder probablement aux Colts et aux Eagles. Là. On tient à le mentionner. Les Falcons à 4-9 vont affronter les Bucks qui sont 7-6. C'est le match du jeudi soir. Tampa Bay favori par 4,5 au preneur au livre. Et le dernier duel entre ces deux équipes, un jeudi soir, Didier, est-ce que tu t'en souviens? Kirk Cousins avait lancé pour 509 verges. Je peux te garantir que Kirk Cousins ne récoltera pas 509 verges. Ouais, je parlais certain de ça, moi aussi. Mais les Buccaneers m'inquiètent, Marc-André. Les Bucks m'inquiètent parce que Baker Mayfield, lui, clairement, il est pas à 100%, là. Tu sais, clairement, il joue blessé, puis il amène pas la même énergie aux Bucks. T'sais, on en parlait tout à l'heure avec Davis Alexander, avec Joe Burrow. C'est l'énergie que quand tu sais que ton carrière étoile est à 100%, ben ça déteint sur l'équipe au complet. Puis là, le fait qu'il n'est pas en santé, ben ça aussi, je pense que ça déteint un peu sur les Buccaneers de Tampa Bay. Ils ont un dossier de 7 victoires et 6 défaites. C'est une fiche identique aux Panthers à Caroline. On va s'affronter 2 fois lors des 3 dernières semaines du calendrier. C'est là que ça va jouer. Mais une autre chose qui m'inquiète, on n'est pas en mesure de presser les carrières adverses du côté de la défense des Bucs. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation. Je vais choisir les Buccaneers quand même. Mais faut pas oublier que les Falcons contre les Seahawks la semaine dernière, le pointage était égal 6-6 à la mi-temps. Puis là, après ça, on s'est écroulé du côté d'Atlanta. Bref, j'y vais avec les Bucks. À un moment donné, on va devoir avoir une conversation au sujet des Falcons. J'ai aucune idée ça s'en va où, cette organisation-là. Bref, je donne le bénéfice du doute à Tampa Bay à domicile. Côté des Bucks, on joue pour quelque chose. Côté des Falcons, on joue pour rien. On joue pour améliorer notre rang de sélection pour le prochain repêchage. Ah non, c'est vrai. On n'a pas notre sécurité d'emploi, Marc-André. Notre sécurité d'emploi. C'est pour ça qu'on joue. Là, t'as manqué ma blague. Là. J'étais comme, ah non, la boulette. Non, on n'a pas notre première ronde non plus. Mais non, mais ce que je veux vous dire, c'est que Baker Mayfield, il y a quelque chose qui cloche. Il joue clairement blessé. Moyenne de 169 verges par la passe, 8 touchés, 5 interceptions à ses 7 derniers matchs. En plus, on a beau déverser notre fiel sur les Falcons, ils ont quand même l'une des meilleures défenses contre la passe, également dans la NFL. J'ai pris les Bucks, moi aussi, parce que je pense que justement, on se doit de remporter ce match-là. Le retour de Bucky Irving fait du bien. Si Emeka Egbuka peut capter des passes, là, ça aiderait également du côté des Buccaneers. Par contre, je prends les Bucks, mais honnêtement, je serais pas surpris que les Falcons viennent jouer les troubles fêtes ici, mais je prends les Bucks pour l'emporter à domicile quand même. Ouais. Quelque chose à rajouter sur les passes échappées de Emeka Egbuka, les receveurs en ce moment, c'est pas... Non, en rafale. Ouais, ben il pleuvait
Ou comme on vient de le dire, il pleuvait abondamment, donc ça, c'est rien pour aider les receveurs de passe, mais non, c'est ça, les Bucs sont méconnaissables. Mais oui, tu l'as dit en rafale, alors on va emboîter le pas. Jets à 3-10 vont affronter les Jaguars qui sont 9-4. Jacksonville favori par 12,5 en au livre. Pourquoi? Parce qu'on risque de voir Brady Cook, côté des Jets, amorcer le match. Là. Moi, je prends les Jaguars parce que Brady Cook, premièrement, ça c'est une grosse raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on a 4 victoires de suite. On a accordé moins de 300 verges dans 3 de nos 4 derniers matchs côté des Jags. Puis je voulais peut-être juste mentionner que Jacoby Myers, là, ça s'avère vraiment peut-être le meilleur deal de la date limite des transactions. En ce moment, il a marqué un touché dans un 3e match de suite. Il y a une chimie qui s'installe avec lui et Trevor Lawrence. Je pense que les Jags vont remporter ce match-là assez facilement. Ouais, en plus du brio de Jacoby Myers, c'est à Tim Patrick, qui n'est pas un receveur étoile, mais qui est fiable, qui s'est greffé aux Jaguars de Jacksonville. Mais en plus de ça, Marc-André, est-ce qu'on est en train d'assister au début de la renaissance de Brian Thomas Jr.? Il a bien joué la semaine dernière, lui qui connaît vraiment une deuxième saison misérable, la gang de la deuxième année qui s'acharne sur lui. Mais imagine-toi, là, tu viens parler de l'acquisition de Myers, mais ça en plus, Brian Thomas Jr. peut jouer de la même façon qu'il l'a fait l'année dernière. Dans le dernier droit de la saison régulière, lors des éliminatoires, ça serait vraiment un gros plus pour les Jaguars de Jacksonville. Trevor Lawrence, pour 2e semaine consécutive, il n'a pas été victime d'interception. C'est une bonne nouvelle. On joue contre les Jets. C'est sûr que je vais choisir les Jaguars. Mais avant de passer à un autre match, on a préparé un tableau des Jets pour montrer à quel point cette concession-là, elle en arrache. C'est une des pires de la NFL, mais pas juste ça, c'est une des pires, Marc-André, dans tout le sport professionnel nord-américain. Pour les gens qui nous regardent via notre chaîne YouTube, j'aime le choix d'image que la photo que Guillaume a choisi de ce partenaire des Jets qui se cache le visage. Ben oui, séquence active sans éliminatoire, on a la plus longue du sport professionnel nord-américain. Marc-André, c'est une 15e saison consécutive sans éliminatoire pour les Jets. On n'a pas participé aux éliminatoires depuis 2010. La 2e plus longue séquence du sport professionnel nord-américain, elle appartient au Sabre de Buffalo dans la Ligue nationale de hockey. 14 saisons sans éliminatoire du côté des Sabres. Mais c'est ça, les Jets vont remonter à Mark Sanchez, de Sanchez, on l'avait surnommé de Sanchez, Rex Ryan et tout, depuis la dernière fois qu'on a participé aux éliminatoires. 15 ans sans éliminatoire. Oh. Faut le faire, hein, dans une ligue où la parité règne en plus. Les Cardinals à 3-10 vont affronter les Texans qui sont 8-5. Houston favori par 9,5 au preneur au livre. Pas compliqué ici, les Cards. On dirait qu'on a hâte que la saison se termine. 5 défaites de suite. Et Houston, 5 victoires de suite, complètement à l'opposé. On a vraiment été incroyable contre Patrick Mahomes. Je pense que ça va se poursuivre. C'est drôle. Jacoby Brissett, au niveau fantasy, est le seul quart à avoir obtenu être dans le top 12 à la position durant tous ses matchs cette année. Je pense que ça va se terminer cette semaine, contre l'incroyable défense des Texans. On les Texans pour l'emporter. Il faut juste pas s'endormir du côté des hommes de Miko Ryans, étant donné qu'on va recevoir les Cardinals. On vient d'acquérir une grosse victoire sur la route contre les Chiefs. Donc, faut pas s'endormir du côté de Houston et prendre les Cardinals à la légère. Mais cette défense de Houston, elle a plusieurs qualités, mais sa qualité première, Marc-André, c'est la robustesse. Tout à l'heure, on a parlé des passes échappées par Travis Kelce et compagnie. Mais on a tellement été robuste du côté de la défense de Houston. Puis habituellement, c'est la ligne défensive. Will Anderson et compagnie, de Neil Hunter qui sonne la charge. Mais là, ça a été la tertiaire de Houston. La façon qu'on a tabassé les receveurs des Chiefs. Là, tu le voyais là, en deuxième demi, en particulier au 4e quart, les receveurs des Chiefs, ils avaient peur carrément là, d'attraper le ballon. Le plaqué de Jalen Petrie au départ de Rashee Rice. La façon que Rashee Rice a revolé par terre. Écoute, t'as parlé de Kelce, il s'est fait frapper dans la poitrine sur la passe qu'il a échappé. Les demi-défensifs vont donner le ton avec la robustesse du côté des Texans. Alors, si on joue avec la même intensité, on devrait gagner contre les Cardinals. C'est des yens, la tertiaire. Je me souviens d'une séquence aussi là, de Derek Stanley, je pense, dans la zone début. C'était une passe en direction de Xavier Worthy, peut-être. En tout cas, bref, puis il y a eu tout un jeu également. Écoute, comme tu dis, on est physique là, du côté des Texans. Les Colts. Oui, puis avant d'enchaîner, excuse-moi, mais Guillaume nous a préparé un tableau, là, j'avais oublié de le mentionner quand je parlais de la défense des Texans. Mais regarde-moi ça, les verges par la passe accordées du côté de la défense de Houston par match depuis le début de la saison,
Marc-André, on a accordé plus de 200 verges par la passe seulement 2 fois. Puis c'est de justesse, hein. 205 verges lors de la semaine 3 contre Jacksonville et 224 lors de la première semaine d'activité contre Matthew Stafford et les Rams. Après ça, ça a été moins de 200 verges à toutes les semaines. C'est incroyable. C'est incroyable, cette statistique-là. Raison de plus là, pour les propriétaires fantasy de Jacoby Brissett qui roulent avec lui depuis quelques semaines, de le laisser sur votre banc cette semaine. Les Colts à 8-5, c'est le temps, Didier, qui vont affronter les Seahawks à Seattle, qui sont 10-3. Seattle favori par 13,5 au Brenner Olive. Et là, on a beaucoup de questions parce que oui, les Colts ont fait signer une entente à Philip Rivers, qui est grand-père en ce moment d'ailleurs. C'est le deuxième grand-père à jouer dans la NFL après Brett Favre. À 44 ans, il est de retour, Philip Rivers. Et on a beaucoup de questions. Là. Tout d'abord, une question de Nads72 via Instagram. Vous pensez quoi du fameux retour de Philip Rivers avec les Colts? Merci et lâchez pas. On a vraiment également la question de ProMitch62 sur Instagram. Elle est également dans ce sens. Vous pensez que ramener Philip Rivers à 44 ans va vraiment aider les Colts? Puis Martin Lheureux également, 85-11 sur YouTube. Toujours un plaisir de vous écouter. Quel point il faut être désespéré pour demander à Philip Rivers de revenir après 5 ans. Il est découragé, lui. Alors, Didier, Philip Rivers, t'en penses quoi? Ouais, ben merci les gars pour vos questions. Oui, on est désespérés, Martin. Du côté des Colts, c'est clair. C'est clair qu'on est désespérés. Parce que là, la saison de Daniel Jones, premièrement, je me sens tellement mal pour Daniel Jones. Tu sais, il a été en mesure de relancer sa carrière. On parlait même de lui comme un candidat au titre de joueur par excellence en début de saison. Puis là, ça se termine sur la liste des blessés. En plus de ça, une déchirure en tendon d'Achille, Marc-André, au mois de décembre, c'est sûr qu'il sera pas prêt pour le début de la prochaine saison. En tout cas, je trouve ça vraiment triste pour Daniel Jones. Ben oui, on est désespéré parce que Anthony Richardson est toujours sur la liste des blessés en raison d'une fracture au visage qu'il a subi durant un échauffement. En plus, là, il y a plusieurs semaines de ça. Riley Leonard, c'est lui qui a terminé le match. Carrière de première année, recrue, ancien du Fighting Irish de l'Université de Notre-Dame. Il a subi une blessure à un genou. Sa présence est incertaine pour la rencontre contre les Seahawks. Alors, on est désespéré complètement du côté des Colts. Philip Rivers, ça fait 5 ans qu'il a pris sa retraite. 5 ans, Marc-André. Il est même demi-finaliste au Temple de la Renommée cette année. Puis là, ben, j'en revenais pas. Écoute, on était en train de faire l'avant-match lundi lorsque la nouvelle est sortie. Je pense qu'on était durant une pause publicitaire. Mathieu regardait son ordinateur, son laptop. Puis là, il nous annonça que les Colts ont mis sous contrat Philip Rivers. Marc-André, j'y croyais pas. Tu sais, je disais à Mathieu, j'étais comme, ben non, arrête de niaiser, ça se peut pas. Ça fait 5 ans qu'il est à retraite, t'es âgé de 44 ans. Puis sais-tu quoi? Même pour une question de sécurité, est-ce que c'est une bonne idée, là? Tu sais, de l'envoyer dans la mêlée? 44 ans, ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué, Marc-André. C'est dangereux. En plus de ça, contre la défense des Seahawks à Seattle, je crois pas qu'il va obtenir du temps de jeu dès dimanche, mais peu importe. C'est pas une bonne idée. Un carrière de 44 ans, ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué, potentiellement pour obtenir du temps de jeu. C'est dangereux, honnêtement. Écoute, c'est Brett Rypien également, potentiellement, qui devrait obtenir le départ si Riley Leonard n'est pas disponible. Ça n'augure rien de bon pour également les propriétaires fantasy de Jonathan Taylor en éliminatoire. Et on va. Comment on dit? Est-ce qu'on va avoir de la boîte? Là, ça ne sera pas 8 dans la boîte, ça va être 12. Je veux dire, ça ne sera pas facile pour Jonathan Taylor. Non, mais sérieusement, est-ce qu'on a un tableau sur Philip Rivers, Didier? D'ailleurs, Oui. Non, je ne crois pas qu'on l'a. Là, voici là à l'écran. Ah, voilà. Les plus vieux carrières dans l'histoire de la NFL. Wow, George Blanda. Il faut dire George Blanda, ce qui est fascinant, son histoire, c'est que c'était également un botteur. Donc, c'était le botteur et le quart là, à Oakland. Tom Brady également à 45 ans. Steve DeBerg à 44 et Warren Moon là, avec les Chiefs à 44 ans également. Philip Rivers, moi, je ne sais pas quoi penser vraiment, Didier, de ça non plus. Pas compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que il est rendu à 10 enfants chez lui. Je pense qu'il avait besoin d'un break. Oui. Sa femme a besoin d'un break, surtout. Imagine-toi, 10 grossesses. Pauvre femme. Pauvre elle. Ouais. Moi, j'en ai 2, puis j'ai besoin d'un break, imagine à 10. Donc, non, mais c'est ça. Puis, je vais peut-être revenir à avoir ton opinion sur Daniel Jones. C'est un peu triste ce qui arrive parce qu'il avait signé une entente d'1 an.
Tout portait à croire. On avait fait des acquisitions également du côté des Colts. On avait échangé notre choix de première ronde également pour faire l'acquisition de Sauce Gardner qui est blessé. Oui. On pensait, tout portait à croire, en tout cas, tout laissait présager qu'on allait aller de l'avant avec Daniel Jones pour la prochaine saison. Puis là, il sera potentiellement même pas rétabli pour le début de la prochaine saison. Tout est à recommencer du côté des Colts. C'est vraiment triste là, parce que ça peut jouer sur sa carrière en général parce que oui, on s'en remet de ce genre de blessure-là. Aaron Rodgers, il avait subi une blessure semblable, mais on s'en souvient, là, l'année dernière, ça commençait à prendre du mieux plus la saison avançait, mais même en début de saison, c'était pas facile. Je pense que Daniel Jones, là, la suite des choses, ça s'annonce quand même assez noir là, dans son cas. Ben, c'est catastrophique pour Daniel Jones, mais également pour l'organisation des Colts d'Indianapolis. À cause de la transaction de Sauce Gardner que tu viens de mentionner, on a échangé 2 choix de première ronde pour faire l'acquisition de Sauce Gardner. Donc là, on n'a même pas de choix de première ronde lors des prochains repêchages, potentiellement pour repêcher un quart arrière. Je pense qu'on n'aura pas le choix de se rabattre sur Anthony Richardson, Marc-André, ou de faire l'acquisition d'un vétéran quart arrière pour le jumeler à Richardson la saison prochaine. Donc, on a déjà investi, donc probablement un choix de première ronde, mais aussi du temps dans le développement de Richardson. Peut-être qu'on va devoir changer nos plans, puis le garder au sein de l'organisation, puis se croiser les doigts qu'il va pouvoir se développer. Mais encore une fois, il n'a même pas joué cette année, il n'a même pas pu s'entraîner en raison de cette blessure qui fait en sorte qu'il n'est pas disponible. Donc, oui, catastrophique pour bien sûr, Daniel Jones, mais également pour l'organisation des Colts d'Indianapolis. Puis dernière chose que je veux dire au sujet de Daniel Jones, vite, Marc-André, vas-y, je vais te laisser y aller en premier. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais je vais te poser une question. Qui va lui offrir un contrat? Il est joueur autonome. Est-ce que les Colts vont lui offrir un contrat symbolique avec visiblement moins d'argent parce qu'on ne sait pas? Si, mettons, on se dit que les autres... Qui va leur offrir un contrat? Tu es une équipe de la NFL, tu es en recherche d'un corps arrière, tu t'étais dit peut-être que Daniel Jones était une solution. Là, tu recules, tu veux pas, tu as des questions, t'attends. C'est ça aussi pour Daniel Jones. Qui va lui offrir un contrat? Et est-ce qu'il je pense que ce serait les Colts. Ouais, je pense que ça serait les Colts. Parce que au moins les Colts, ils savent que dans leur système offensif, Daniel Jones peut connaître du succès. On l'a vu, là. Qui peut connaître du succès. Même en début de saison, il était un des meilleurs carrières de la NFL, mais ça sera pas au même prix, là. C'est lui qui va sortir perdant de ça, là, financièrement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là, j'ai l'impression. Mais dernière chose, ça que je voulais dire à propos de Daniel Jones. On a toujours entendu dire comme quoi que c'était un joueur d'équipe et tout, que c'est une très bonne personne. Malgré le fait qu'il s'est déchiré le tendon d'Achille, il a insisté pour revenir sur les lignes de côté. Il était assis sur les lignes de côté pour pouvoir aider Riley Leonard, pour pouvoir donner du feedback à Riley Leonard sur qu'est-ce qu'il voyait, les couvertures de la défense adverse et tout. Il n'avait pas à le faire, mais lui reconnaissait que Leonard, c'est un joueur recru, il va avoir besoin de l'aide. C'est la première fois qu'il obtenait du temps de jeu lors d'un match de saison régulière. Puis il est venu sur les lignes de côté avec la botte protectrice sur sa jambe. En tout cas, ça démontre vraiment à quel point c'est un chic type et c'est un joueur d'équipe, Daniel Jones. En tout cas, je lui souhaite d'être en mesure d'être rétabli à 100% de cette blessure, parce que c'est une des belles histoires de cette saison 2025 de la NFL. Puis c'est malheureux là, de voir ça se terminer avec cette blessure-là. Et puis naturellement, je choisis les Seahawks à la fin de l'emporter. Ouais, moi aussi, les Seahawks. On a provoqué 8 revirements à nos 2 derniers matchs. Je pense que ça peut. Ce chiffre-là pourrait être encore plus gros après 3. On a dominé au chapitre des points, 63-9 également nos 2 derniers matchs à cause justement de ces revirements. Moi aussi, je prends les Seahawks pour l'emporter. On a fait le tour. Didier, as-tu quelque chose à rajouter? Riley Leonard a quand même gagné un championnat national. C'est pas vilain. Il y a quand même un parcours intéressant. Non, il n'a pas gagné le championnat national. Il avait mené les Irish aux éliminatoires, oui. Ah oui. Oui, ça, on n'avait pas gagné. Oui, pardon. Les Browns à 3-10 vont affronter les Bears qui sont 9-4. Chicago favori par 7,5 au preneur au livre. Tom Essiambre via Instagram. Salut les gars, pensez-vous que Shedeur Sanders est le quart arrière pour les prochaines saisons des Browns de Cleveland et qu'il faudrait prioriser d'autres postes au repêchage, comme des receveurs ou des joueurs de ligne offensive, par exemple, Didier? Oui, merci Tom pour ta question. Pour l'instant, j'aurais goût de te dire que oui.
parce que Shedeur est meilleur que les carrières qui vont être disponibles au prochain repêchage. C'est vraiment pas une grande cuvée. Bon, il y a Mendoza d'Indiana qui est considéré comme le meilleur carrière disponible, qui pourrait être disponible au repêchage. C'est ça l'autre chose. Les meilleurs espoirs qu'il y a au football universitaire américain présentement cette année à la position carrière, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. OK? Puis, ils pourraient tous bénéficier de retourner à l'université pour continuer de s'améliorer, dont Mendoza également. Donc, ça va être quelque chose à surveiller lors du prochain mois et demi au niveau de ces jeunes carrières-là qui sont talentueux, mais qui ont vraiment pas beaucoup d'expérience. Puis, c'est une chose qu'on a vue lors des dernières années. Les carrières qui sont talentueux, mais qui n'ont pas beaucoup de départ en carrière dans les rangs universitaires, c'est difficile de les développer une fois qu'ils arrivent dans la NFL. Mais Shedeur, 364 verges par la passe la semaine dernière. Il a été responsable de 4 touchés. Il nous démontre qu'il est talentueux. Ça, on l'a toujours su là, que Shedeur était talentueux. Faut continuer. Il reste 1 mois à la saison régulière. Moi, je vais vraiment observer les performances de Shedeur, parce que j'aime ce que je vois de sa part depuis qu'il a remplacé Dylan Gabriel. Et puis pour répondre à la question de Tom, si Shedeur continue de progresser d'ici la fin de la saison régulière, ben moi, si c'était les Browns, j'utiliserais des ressources à d'autres positions. Parce qu'il y a plusieurs trous au sein de cette formation-là, en particulier du côté de l'attaque. Alors, continue d'améliorer la ligne offensive et les receveurs de passe, notamment. Pour moi, ça serait les priorités du côté des Browns. Si Shedeur nous démontre à la fin de la saison régulière qu'il est vraiment, qu'il peut être un carrière numéro 1, alors pourquoi pas essayer de bien l'entourer? Ça serait la chose à faire du côté des Browns, selon moi. Le problème avec Shedeur Sanders, c'est qu'il ne semble pas avoir la confiance du groupe d'entraîneurs depuis le début. Et ça, depuis le début, depuis sa sélection. On dit entre les branches que c'est vraiment le propriétaire qui a mis son poing à terre, comme on dit, qui a fait la main faite, puis il a décidé, on sélectionne Shedeur Sanders depuis le début de la saison. Il n'y avait aucune répétition avec le premier groupe, la première unité d'attaque. Il s'est fait passer par Dylan Gabriel. Si on avait encore Kenny Pickett là, dans nos rangs, Kenny Pickett jouera encore devant, selon moi, c'est mon avis. C'est encore un problème, selon moi. C'est ça vraiment qui va mettre des bâtons dans les roues. Ça reste à voir maintenant si on va avoir un nouveau groupe d'entraîneurs qui va peut-être donner une meilleure chance de se faire valoir à Shedeur Sanders. Encore dans les matchs, Didier, on le retire là, lorsque c'est important. Lors des transformations de 2 points, je veux dire, je peux pas croire ça, c'est ridicule, ouais. Je prends un exemple, je parlais de Tyler Shock, c'était une réaction excessive, mais au moins Kellen Moore lui fait confiance. On lui demande de lancer le ballon dans des moments critiques. On veut vraiment l'évaluer, savoir ce qu'il a dans le ventre. Puis Shedeur Sanders, c'est vraiment pas le cas. Je pense que je sais pas qu'est-ce que Kevin Stefanski ou le groupe d'entraîneurs a contre Shedeur Sanders, mais je trouve qu'on justement, on est 3-10. Je peux pas croire qu'on se sert pas cette fin de saison-là pour le mettre dans des positions où il doit lancer le ballon dans des moments critiques, où il doit faire des jeux dans des moments importants pour justement l'évaluer adéquatement. C'est que je ne sais pas quoi croire de qu'est-ce qu'on entend venant de l'organisation des Browns. Est-ce que c'est de l'incompétence, tout simplement, certaines des choses qu'on entend, parce que ce sont les Browns de Cleveland. Puis pour ce qui est du groupe d'entraîneurs, puis ça, c'est quelque chose qui n'a pas été rapporté dans les médias, mais que Myles Garrett a dit en entrevue que depuis le début de la saison, même lorsque Shedeur ne jouait pas, Kevin Stefanski rencontrait Shedeur à tous les matins pour regarder des vidéos avec lui, pour regarder des vidéos des entraînements de la veille de Shedeur, pour le coacher, pour y aller de recommandations. Puis ça, dans les médias, on n'en parle pas. Ouais, c'est ça, puis c'est Myles Garrett qui l'a dit en entrevue là, lorsqu'il était au podium. Donc, c'est ça, que Stefanski travaille, il essaie d'aider Shedeur. Donc, c'est ça, je te dis, c'est rendu à un point qu'on peut pas faire confiance à toutes les rumeurs qui sortent de Cleveland. Mais une chose, pour moi, est claire, c'est que Shedeur est le carrière le plus talentueux des Browns, mais pas juste ça. Il nous démontre qu'il a un potentiel pour être un carrière numéro 1. Faut continuer de développer ça, selon moi, du côté des Browns. Mais encore une fois, c'est vrai, t'as raison, le propriétaire, il va de décision. C'est lui là, qui a amené Deshaun Watson au sein de l'organisation. Ça, c'est une autre chose. Il y a bien des gens, de ce que j'ai lu la semaine dernière, au sein de l'organisation des Browns, qui voulaient rien savoir de Deshaun Watson, Marc-André. Mais c'est le propriétaire Jimmy Haslam qui a insisté pour que les Browns complètent une transaction puis qu'ils amènent Deshaun Watson au sein de l'organisation.
Donc, c'est ça, c'est dysfonctionnel du côté de Cleveland. Donc, en tout cas, on va voir, mais j'ai hâte de voir jouer Shedder d'ici à la fin de la saison. Mais je choisis les Bears cette semaine afin de l'emporter. Puis j'ai encore une fois observé la performance de Caleb Williams parce que il a été 19 en 35, 196 verges, 2 passes de toucher d'interception contre les Packers. Mais Marc-André, seulement 5,3 verges en moyenne par passe complétée. C'est insuffisant, ça. Ça, c'est vraiment insuffisant. Caleb va devoir être plus productif parce que le jeu au sol ne pourra pas le sauver à toutes les semaines. Caleb Williams est le corps qui décoche le ballon le moins rapidement parmi les corps de la NFL cette saison. Ça pourrait être un problème. Ça pourrait créer un problème contre l'excellent front défensif des Browns de Cleveland. Par contre, la défense des Browns, on sent vraiment s'affaisser au cours des derniers matchs. On a accordé 26 et 31 points. Donc, 31 points d'ailleurs aux Titans du Tennessee lors du dernier match. Moi, je prends les Bears quand même pour l'emporter dans ce match-ci. Les Commanders à 3 et 10 vont affronter les Giants qui sont 2 et 11. Les Giants sont favoris par 2,5 au preneur au livre à domicile. William Gonzalez, allô à vous. Avenant que les Steelers ne passent pas les éliminatoires et que Tomlin ne soit pas de retour, vous pensez qu'une équipe comme les Giants devrait aller le chercher? C'est beaucoup de si, ça, Didier. Mais ouais, alors, c'est ça. ouais. Mais vas-y. Ouais, ben merci William pour ta question. Mais en effet, c'est beaucoup de si. Là, on est rendu dans une autre dimension. Là. On est rendu dans le multiverse de la NFL. Ouais. Si jamais tous ces scénarios-là se produisent, écoute, je peux pas vraiment répondre à ça parce que Mike Tomlin aurait de l'organisation de travailler pour les Giants de New York. Après tant d'années à la barre des Steelers, peut-être qu'il voudrait prendre une année de congé, une année sabbatique, peut-être également. Donc, il y a tout ça à prendre en considération aussi, mais c'est sûr que ça sera un candidat de premier plan pour l'organisation des Giants de New York. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je vais choisir les Giants pour l'emporter contre les Commanders. J'ose croire qu'on va être sans les services de Jayden Daniels. On enregistre ce podcast tout mercredi matin. Daniels qui n'a pas été en mesure de terminer la rencontre la semaine dernière, blessé au coup de gauche. Marc-André, ça va nulle part cette saison-là des Commanders. Pourquoi on ferait continuer de jouer à Jayden Daniels et risquer qu'il se blesse à nouveau à son coup de gauche? Alors moi, j'espère qu'on ne le verra plus pour le restant de la saison régulière. Je vais dire les Giants à domicile. La défense des Commanders, elle en arrache. Alors ouais, j'y vais avec New York et Jackson Dart. Lors de la semaine numéro 1, les Commanders avaient battu les Giants 21-6. On dirait que ça fait des années-lumière de ouais. Ça en est passé des choses depuis pour les deux équipes. Ouais, exactement. Washington, 8 défaites de suite. Les Giants, 7 défaites de suite. Il y a clairement une séquence qui doit se terminer. Ça me dit qu'il va y avoir des matchs nuls. Mais théoriquement, il y a une séquence qui va se terminer. Et je pense que c'est celle des Giants. Moi aussi, je prends les Giants à domicile pour l'emporter. Les Panthers à 7 et 6 vont affronter les Saints à 3 et 10. Caroline favori par 2,5 au preneur au livre. Ça va être un match intéressant. C'est un match que les Panthers doivent absolument aller chercher. Mais lors du premier affrontement entre les deux équipes, Tyler Shock, quart de concession des Saints, l'avait emporté sur les Panthers pour signer sa première victoire dans la NFL. Ben justement, les Panthers en doivent une à Tyler Shock et aux Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est une rivalité, le match va avoir lieu au Superdome. Ça va être un match serré, moi j'ai l'impression, là, parce que c'est pas une des grandes rivalités de la NFL, mais quand même, là, on s'aime pas d'un côté comme de l'autre. Mais là, je peux pas croire que les Panthers ont échappé à un deuxième match contre les Saints, Marc-André. Je peux pas croire à ça. Les Panthers, d'une semaine à l'autre, on n'est pas certain des performances qu'on va offrir. Je vais leur donner le bénéfice du doute, OK? Qui vont être en mesure de défaire les Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais les Saints sont vraiment coriaces. Je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de la saison. C'est une équipe qui se présente. Faut donner crédit à leur entraîneur-chef, Kellen Moore. Mais je vais avec la Caroline. On peut pas se permettre d'échapper ce match-là du côté des Panthers. Si la Caroline veut être pris au sérieux, ben là, il faut gagner ce match-là. C'est pas assez une victoire contre les Rams? Non, ben, l'affaire, tu dois battre les mauvaises équipes aussi. Tu sais, c'est bien beau, là, élever ton niveau de jeu quand tu affrontes les Rams, une des meilleures équipes de la NFL. Mais là, après ça, si tu joues au niveau de tes adversaires, t'es pas plus avancé. Alors, pour que je prenne au sérieux les Panthers, hein, oui, ils doivent vaincre les Saints. Montrez-moi que vous êtes en mesure de vous présenter contre les mauvaises équipes, comme vous le faites quand vous affrontez les Rams de Los Angeles. Lors du premier duel entre les deux équipes, on avait défié Bryce Young de battre les Saints
côté de la Nouvelle-Orléans, littéralement en enlevant le jeu au sol. On avait muselé vraiment le duo Dowdle-Hubbard. Je pense que si on réessaie cette recette-là, je pense que cette fois, Bryce Young va avoir sa revanche. Moi aussi, je prends les Panthers pour l'emporter. Le match du dimanche soir, les Vikings à 5-8 vont affronter les Cowboys qui sont 6-1. Dallas favori par 6 au preneur au livre. La grande question, est-ce que 9, DJ McCarthy, pourra en coller 2 de suite? Il a affronté une piètre défense contre la passe, celle des Vikings. Il affronte une autre piètre défense par la passe, celle des Cowboys. Je pense que, en théorie, il pourrait connaître un autre bon match, mais est-ce qu'en pratique, ce sera le cas, Didier? Ouais, 163 verges par la passe, 3 passes de toucher, aucune interception pour J.J. McCarthy la semaine dernière. Au moins, il a donné signe de vie. Il avait besoin de connaître ce genre de match. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais tout de même choisir Dallas. Les Cowboys, étant donné que tes Eagles, ils sont en chute libre, ça fait en sorte que les Cowboys, ils auront des chances mathématiques de toujours rejoindre les Eagles en tête de la section S de la nationale. Alors, je pense que les Cowboys vont se présenter à domicile. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Alors, je choisis Dallas. Moi aussi, je prends les Cowboys pour l'emporter parce que même si CD Lamb, sa présence était certaine, on dit qu'il avance confortablement dans le protocole des commotions. Il y a eu 10 jours. Il y aura 10 jours, en fait, là, parce qu'ils ont joué le jeudi dernier, les Cowboys. Ça peut jouer en la faveur de CD Lamb afin d'être prêt pour ce match-là. Moi aussi, je prends les Cowboys pour l'emporter. Les Raiders, à 2-11, vont affronter les Eagles. Ils sont 8-5. Les Eagles sont favoris par 12,5 au preneur au livre. On a une question de PL Roustowski via Facebook qui nous demande est-ce que Jalen Hurts devrait être cloué au banc, Didier? Carrément. Écoute, c'est toi le partisan des Eagles. OK, c'est toi qui as plusieurs t-shirts, chandails aux couleurs des Eagles de Philadelphie. C'est ton club. Réponds à la question, Marc-André. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu clouerais au banc Jalen Hurts après qu'il a été victime de 5 revirements lundi soir contre les Chargers, dont 2 revirements lors du même jeu? C'est la première fois depuis 1978 qu'un joueur était victime de 2 revirements lors du même jeu. Je donne dans le brun aujourd'hui en termes de chandail. Là. C'est pour signifier potentiellement la qualité du départ de Jalen Hurts ou du jeu de Jalen Hurts. Là. Une qualité fécale. Bref. Lundi dernier. Non, Didier, sincèrement, là, j'ai pas écouté le match jusqu'à la fin. J'ai préféré aller écouter Goldfinger, le James Bond de 1964 à Télé-Québec, au lieu d'écouter la fin de Jalen Hurts. C'était pathétique, Didier, les Cowboys, les Eagles lors du dernier match. Je sais pas quoi penser. La défense a bien joué. Ça, il faut dire, la défense a bien joué. 7 sacs sur Justin Herbert. Mais vraiment l'attaque. Et en plus, c'est un match ennuyant. Ça a été le match c'était terminé. Pour un match en prolongation, là, je sais pas si ça a été le match en prolongation le plus ennuyant de l'histoire, mais c'était ennuyant. J'ai trouvé que Sirianni, ça n'a rien changé. Je peux pas croire à quel point. La recette des Eagles, là, Didier, c'est créer des jeux, c'est designer des jeux de course, des jeux d'options pour Jalen Hurts. On fait pas ça cette année. Pourquoi? Mystère et boule de gars. Ouais, puis en plus, le jeu au sol a fonctionné lors de ce match-là. Tu sais, au début du match, Saquon, il a bien fait en première demi. Là, mystérieusement, je sais pas pourquoi on s'acharnait à passer le ballon avec Jalen Hurts, qui clairement, là, dès la première demi, on voyait qu'il n'était pas dans son assiette. Tu sais, j'ai même dit en ondes, j'avais dit, regardez, Saquon va bien, on bloque bien au sol. Puis non, on s'est entêté à passer le ballon. Donc, je pense que c'est une partie du blâme qui revient au groupe d'entraîneurs, mais la raison de cette défaite-là, là, des Eagles, c'est Jalen Hurts. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il a vraiment été horrible. Moi, je m'attends à ce qu'il va rebondir. En plus de ça, il va affronter les Raiders. Le match est à Philadelphie. Faut connaître un bon début de rencontre. Sinon, on va attendre les Ray. Mais les Raiders, ça va pas nulle part. Alors, pour Hurts, je m'attends à ce qu'ils connaissent un bon match. Et bien sûr que Philadelphie l'emporte. On a une autre question de Jérémy Ducharme sur Facebook. Il nous demande « Bonjour les gars, petite question au sujet des Eagles. Avec la fin de saison qui finit en queue de poisson, désolé Marc-André, écoute, désolé à vous, merci de penser à moi. Il y a des choses, je me dis qu'il y a des choses pires que ça dans la vie. Les gens te prennent en pitié maintenant. C'est à quel point ça va mal. Les gens te prennent en pitié là, à cause des Eagles. Je me dis qu'il y a des... Je me dis qu'il faudrait réinviter Ben Baudouin à savoir ce qu'il pense des coachs également. Mais non, je me dis qu'il y a des choses pires que ça dans la vie. Je me dis qu'il y a des choses pires que ça dans la vie, Didier, la guerre, la famine, les annonces de Man-Made, entre autres.
Avez-vous l'impression de voir un copier-coller d'il y a 2 ans quand ils se sont totalement effondrés après un gros début de saison? Aussi, est-ce que vous commencez à changer d'opinion sur Nick Sirianni, qui semble trop dépendant de ses assistants et encore une fois, elle est incapable de remédier au problème? Ce sont toutes de très bonnes questions, ça, je veux dire. Écoute, est-ce que tu penses de ça? Ben moi, j'ai pas répondu à la question aussi sur Jalen Hurts. Devrait-il être clos au banc? Je ne pense pas. Je pense que c'était un mauvais match. Puis c'est tout, ça arrive. Pour ce qui est de Sirianni, on dirait que les Eagles se plaisent à être dysfonctionnels année après année. Puis je pense pas qu'on a le même... tu sais, on a des leaders dans ce vestiaire-là. Je pense pas que l'ambiance ou l'atmosphère est la même qu'il y a 2 ans. On est encore installé au premier rang là, de notre division. On a quand même une bonne équipe sur papier. Puis ça peut repartir à tout moment. Puis on dirait qu'on a toujours, les Eagles, on a toujours de la controverse. On a toujours des petits moments où on se demande en cours de saison si les Eagles vont s'écrouler ou non. Je pense que Sirianni, c'est quand même... Le garder à aller sur les lignes de côté, il est braillard un peu, là, mais je pense que Sirianni, c'est un bon leader. Mais il va falloir qu'il fasse quelque chose, quitte à ce que le DG, Howie Roseman, descende à la chambre. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Étonnamment, on a de la difficulté, les Eagles, depuis qu'on lance le ballon. Encore une fois, A.J. Brown s'enverge. Il faudrait peut-être revenir à ce qui fonctionnait, à ce qui ne plaisait pas peut-être à A.J. Brown en début de saison, mais à ce qui plaisait aux partisans des Eagles, c'est-à-dire les victoires. J'ai de la misère. Je ne change pas encore d'opinion. Moi, ça m'en prend beaucoup. Je suis quelqu'un qui... c'est correct une défaite. Mais oui, ça commence à être inquiétant. C'est que c'est 3 défaites de suite, c'est ça l'affaire, là. Ouais. C'est 3 défaites de suite. Puis donc, ouais, mais j'aime la question parce que effectivement, ça fait passer aux Eagles il y a 2 ans, là. Tu sais, après qu'on ait perdu au Super Bowl contre les Chiefs, puis on avait un peu perdu nos coordonnateurs, puis les Eagles étaient méconnaissables. Puis en plus de ça, dans la question, on a fait allusion à l'effondrement qu'il y avait eu en fin de saison régulière il y a 2 ans. Là, on est rendu à 3 défaites de suite. Moi, je crois que la visite des Raiders, c'est un remède afin que les Eagles soient en mesure de mettre fin à cette disette. Mais si jamais on perd à domicile contre les Raiders, regarde, là, ça c'est inconcevable pour moi. Je peux même pas m'imaginer une défaite des Eagles à domicile. Si ça arrive, les partisans vont mettre le stade en feu. Je prends les Eagles aussi qui devraient même affronter Kenny Pickett, là, leur ancien quart, au lieu de Geno Smith. Ça pourrait être... Donc, je prends les Eagles contre Kenny Pickett. Il était sur le terrain lors de la conclusion du dernier Super Bowl avec les Eagles. Donc, gagnant du Super Bowl, Kenny Pickett. Exact. Prends les Eagles, toi aussi, donc. Et pour terminer, les Titans à 2-11 vont affronter les 49ers qui sont 9-4. San Francisco favori par 12,5 au preneur au livre. Écoute, si on peut voir le verre à moitié plein du côté des Titans, j'ai quelques stats. Cam Ward, une interception à ses 4 derniers matchs. Et la défense est quand même efficace contre le jeu au sol. 80 verges allouées seulement au sol lors des 4 derniers matchs. Mais je prends quand même les 49ers pour l'emporter. C'était juste pour essayer de remonter le moral des partisans des Titans. Ouais, les Titans qui ont décroché leur première vraie victoire de la saison. On se dira que leur première victoire, elle avait été donnée par les Cardinals Arizona. Mais quand même, écoute, on est allé sur la route contre Cleveland. On a marqué une 30aine de points contre la bonne défense des Browns. Ben, moi aussi, je choisis les Niners afin de l'emporter. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. La rencontre, en plus, elle va être présentée au Levi Stadium. Écoute, je pense qu'il reste une question. Oui, c'est ça? Oui. On a une question de Dan Radio Sport via Spotify. J'ai une question. C'est quoi qui va arriver avec Bill Belichick après la saison désastreuse avec l'Université North Carolina? Ben, il va rester à North Carolina parce que les gens ont critiqué Belichick, pour les insuccès des Tar Heels cette année, mais c'est pas une bonne équipe. Il y a une raison pourquoi le poste d'entraîneur-chef des Tar Heels de l'Université de North Carolina était disponible. C'est qu'on a connu une mauvaise saison l'année dernière. Il y avait un manque de talent à ce niveau du programme. Alors, faut donner du temps là à Belichick. Et à ses adjoints, justement, pour connaître du succès. Je pense pas que Bill Belichick va être de retour dans la NFL, surtout là avec sa copine. C'est tellement bizarre, toute cette histoire-là. Donc, je pense pas qu'il y ait d'équipe de la NFL qui veut amener tout ce cirque, si on peut dire.
Mais moi, je suis vraiment confiant qu'il va pouvoir connaître du succès avec les Tar Heels. Il faut lui donner le temps. Là. C'est pas une bonne équipe qu'il a hérité. Alors, en plus de ça, lui devait s'ajuster au football universitaire. On n'allait pas avoir du succès instantané du côté de North Carolina. Alors, je crois que pour répondre à la question, il sera de retour avec les Tar Heels sur le campus l'année prochaine. C'est maintenant l'heure du tableau du pool. Oui, allons voir ça. Là. En tout cas, j'ai définitivement connu une meilleure semaine que lors de la semaine précédente, parce que je m'étais mis à parier avec des joueurs. Ben, définitivement, 7 et 7. Ouais, finalement, c'est pas... Bon, moi, c'est pas perdant, mon affaire. Là. Je vais dire ça, là, au moins, la semaine dernière. Toi, 8-6, 6-8 pour Guillaume. Et, Simon Lévesque a de la compagnie maintenant en tête du pool. Alors, il y a Rick 49ers 2, clairement un partisan de San Francisco, qui vient de rejoindre Simon en tête. Là, Simon qui est en tête depuis le mois de septembre, j'ai goût de te dire. Alors, OK, bon, ben pour le dernier droit de la saison régulière, là, il n'y a pas juste dans la NFL où ça va être excitant, même au niveau du pool, du podcast, là, ça va être une lutte à finir entre Simon et Rick. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Pour nos choix cette semaine, bon, on a tous pris les Buccaneers. On est deux à avoir pris les Bears. Guillaume a pris les Browns. Guillaume, là, je pense que c'est un Hail Mary là, qui lance. Ben, quand même, je peux voir un scénario où Cleveland pourrait l'emporter, sérieusement. C'est ça, là, avec la défense des Browns, on sait qu'elle peut connaître des bonnes rencontres. Donc, c'est pas fou, ce choix-là, là, d'avoir choisi Cleveland. Alors, c'est ça, écoute, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, ça c'est sûr. Lui, il se casse pas la tête. À toutes les semaines, il choisit les Lions. On s'entend là-dessus. Alors, ouais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Puis c'est pas impossible quand même. Là, les Lions sont une équipe de qualité contre les Rams. Mais écoute, on va emboîter le pas avec le Fantasy Football, ton Stardom, Sid'em, hebdomadaire, tes recommandations, conseils, les joueurs à faire jouer, ceux que tu crois qu'il faut garder sur le banc. On va commencer avec Jackson Dart et les Giants de New York qui vont affronter la misérable défense des Commanders. J'ai bien hâte de voir Jackson Dart parce que c'est une bonne semaine et on sait Jackson Dart, ce qui est intéressant, c'est son plafond fantasy avec le jeu au sol, avec ses jambes. Il est toujours exceptionnellement élevé. 4 fois dans le top 7 à ses 6 derniers matchs. J'ai hâte de voir par contre si on va le limiter par la course parce que lors du dernier match contre les Patriots, c'était là 2 semaines, il avait été limité seulement à 4 courses, dont une où il avait été envoyé dans l'espace, on s'en souvient. Ouais. Lors de la semaine numéro 15, contre donc on a parlé contre les Commanders. Les Commanders, 26 touchés alloués au quart adverse cette saison. Le 3e plus haut total dans la NFL. Ils ont également accordé le 4e plus haut total de points au quart adverse cette saison. Donc pour moi, Jackson Dart, c'est une très belle semaine. J'ai une décision personnellement à prendre entre Jackson Dart et Dak Prescott. Et je ne sais pas encore sur quel pied danser. Je penche pour Prescott, mais c'est pour vous dire à quel point Jackson Dart, j'y crois cette semaine. Je pense que dans le bon contexte, il pourrait être hyper payant. Oui, c'est fort possible, j'aime ça. Maintenant, Caleb Williams, on en a parlé tout à l'heure, on va continuer d'en parler. Il va affronter la défense des Browns, puis tu crois pas que c'est une bonne idée de l'envoyer dans la mêlée, surtout que c'est pas comme si il a été très productif en termes de fantasy. Là. Il a été limité à 15 points fantasy pour un quart, c'est assez ordinaire. C'était la semaine dernière contre les Packers. Les Packers étaient 7e également contre la passe. Là, semaine 15, on affronte les Browns qui sont premiers contre la passe. 162 verges en moyenne allouées par la passe. C'est un sommet dans la NFL. Cleveland a accordé 31 points, vous allez me dire, la semaine dernière, mais c'était surtout au sol. Tony Pollard a connu un match simplement exceptionnel. Je ne sais pas d'où ça sortait d'ailleurs, ce match-là de Tony Pollard, mais ça, c'est une autre histoire. Et surtout, ce qui m'inquiète, j'ai parlé tantôt que Caleb Williams est le corps qui décoche ses passes le moins rapidement dans la NFL. Cleveland génère de la pression 39% du temps. C'est le 5e plus haut total dans la NFL. Et on sait que Caleb Williams, lorsqu'il est sous pression, son ratio, son QB rating, sa cote d'efficacité baisse de 100 à 55. Donc ça m'effraie pour Caleb Williams. Je pense que si vous avez une meilleure option cette semaine, peut-être mettre... Je préfère Jackson Dart pour vous donner une idée. Et de loin même, je vous dirais, à Caleb Williams cette semaine. Caleb conserve longtemps le ballon, puis il sort trop rapidement de la pochette, même quand il n'y a pas de pression. Puis lorsqu'il sort de la pochette, c'est tout le temps à sa droite. Moi, j'en revenais pas que les Packers, à un certain moment donné, ne sont pas ajustés. C'est tellement évident, ça. Combien de fois qu'il est sorti de la pochette à sa droite, qu'on n'a pas mis de l'emphase sur contenir pour avoir quelqu'un qui le garde. Hey, à l'intérieur de la pochette, mais là, tu viens de dire, contre les Browns. Et Myles Garrett.
C'est une opportunité pour Garrett de continuer de s'approcher du record, peut-être même de battre le record, puisqu'il a récolté un sac la semaine dernière et il est rendu à 4 sacs. Alors, qui sait? Peut-être qu'il pourrait établir le record de la NFL pour le plus grand nombre de sacs en une saison contre Caleb Williams, qui semble être un bon candidat là pour être victime d'au moins minimum 3 sacs dimanche. On va se tourner à la position de porteur de ballon où Woody Marks est devenu l'homme de confiance dans le champ arrière des Texans. Yes, Jo'quavious Marks, que l'on surnomme affectueusement Woody en raison de son amour pour le film Histoire de jouets. 28 opportunités contre les Chiefs lors de la semaine numéro 14, c'est vraiment excellent. Oui, Didier, t'as quelque chose à ajouter? Non, c'est juste que je trouvais ça drôle qu'il a choisi le nom de Woody, tu sais, pour Histoire de jouets, pour Toy Story. Mon Dieu, il doit vraiment être un grand fan là, du film. Oui. 13,6 points fantasy contre les Chiefs. Il y a eu également, il a inscrit Woody Marks un touché par la voie des airs. 28 opportunités, ça c'est vraiment intéressant. C'est ça qu'on veut voir dans le cas de Woody Marks. C'est pas facile l'affrontement contre les Chiefs la semaine dernière, on s'en est sorti. Il y a même eu un touché de Dario Agumbouale qui est venu un peu faire rager les propriétaires fantasy de Woody Marks. Cette semaine, la semaine numéro 15, on affronte les Cards. Une autre excellente semaine pour Woody Marks dans votre position de pivot, votre flex. Arizona, plus de 33 points alloués aux porteurs de ballon lors des 4 dernières semaines. Le troisième plus haut total de points alloués aux porteurs adverses. On attend que la saison finisse avec les Cards. La défense n'est plus est en perte de vitesse, je dirais ça comme ça, du côté des Cards. Donc, Woody Marks, excellent à insérer dans votre formation. Je parle ici d'un porteur de ballon numéro 2, voire d'un pivot au niveau fantasy pour votre semaine éliminatoire. Je vais te décevoir encore une fois en termes de film. Tu sais que j'ai jamais vu Histoire de jouets. Ah non. Écoute. Pourtant, c'est des classiques. Mais je comprends, tu sais, t'as pas d'enfant. Ou t'étais peut-être trop vieux également quand t'as sorti au cinéma? Non, pas vraiment. Mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais vu. Puis là, Histoire de jouets 2 est sorti. Puis à un moment donné, j'étais comme, je suis trop en retard. Je me souviens qu'en plus, à l'époque, c'est révolutionnaire, là, tu sais, l'animation, ce type d'animation-là et tout, là. Ben, je me dis, là, il est rendu trop tard à un moment donné, tu sais, étant donné que c'est dépassé, la technologie a dépassé ça, mais je sais qu'apparemment l'histoire est très bonne et tout, mais bon, j'ai jamais vu Histoire de jouets ajouté à ma liste de films que j'aurais peut-être jamais ami avec Jo'quavious Marks, donc. Lui est un grand fan. Non. Ben, je connais Woody. Je connais le personnage de Woody quand même. C'est Tom Hanks qui faisait la voix de Woody. C'est le cowboy, c'est ça? Exact. Alain Zouvi pour moi quand j'étais jeune. Ok, ouais. En français, doublé en français. C'est pas Yves Corbeil, non? C'est pas Yves Corbeil qui faisait sa voix. Mais ça, 4,5, t'as sûrement pas écouté ça non plus. Tu joues au football. 4,5, c'est quoi ça encore? 4,5? C'était dans une clinique vétérinaire, là, c'était avec justement Alain Zouvi, qui était le docteur Constantin. Il y avait Isabelle Brossard. Non, j'ai jamais écouté ça. Robert Brouillette, qui jouait. Non, ça, j'ai pas écouté ça. Ouais. C'est quoi, c'est une série pour enfants ou c'est pour. Non, c'était un téléroman. Ah, ok, non, ben encore moins ça, téléroman. Non, désolé, ça manque à ma culture. Ok, maintenant, on va continuer avec les porteurs de ballon et Breece Hall des Jets qui va affronter les Jaguars cette semaine. J'ai écrit dans mes notes le dernier des Mohicans. C'est un peu comment sûrement que Breece Hall se sent. Là. Il est comme le dernier joueur de talent dans cette attaque-là avec Brady Cook au poste de quart. La semaine dernière, 43 verges seulement contre Miami, qui allouait avant la rencontre le 7e plus haut total de verges au sol. Donc, si ça n'a pas fonctionné contre Miami, imagine maintenant contre les Jaguars qui accordent le moins de verges au sol par match dans la NFL. Le 3e plus bas total de points aux porteurs adverses lors des 4 dernières semaines. Oui, Breece Hall voulait être échangé. Il doit se sentir bien seul maintenant. Et je pense que ce ne sera pas facile pour lui d'ici la fin de la saison, spécialement avec Brady Cook au poste de quart. Ah, Breece Hall. Seulement les Chiefs avaient complété une transaction pour aller chercher, là, ça aurait... Breece Hall se sentirait plus heureux puis il aurait donné un fier coup de main, là. Je demeure convaincu de ça à Kansas City. Maintenant, on va se tourner chez les receveurs de passe où tu nous recommandes de faire jouer Jauan Jennings et 49ers. Jauan Jennings, 4 touchés à ses 5 derniers matchs et surtout, il a 40% des touchés sur réception des Niners depuis le retour de Brock Purdy. Donc, il est l'une des cibles de prédilection. Brock Purdy a un amour inconditionnel pour George Kittle, mais pour Jauan Jennings aussi, ça a l'air. C'est ciblé plus de 21% du temps dans l'attaque des Niners depuis le retour de Purdy. Donc, c'est vraiment lui, le receveur
éloigné numéro 1. Semaine numéro 15, on affronte les Titans qui ont accordé le 6e plus haut total de verges par la passe cette saison. Je pense que Jauan Jennings est un excellent ajout à une formation fantasy que vous espérez l'emporter lors de votre premier tour éliminatoire cette semaine. Et sans surprise, tu nous recommandes de clouer au banc un receveur des Colts. Bref, tous les receveurs des Colts, j'imagine. Et les rapprocher, Tyler Warren, c'est fini. C'est fini, tout simplement. Jonathan Taylor aussi, étant donné qu'il va affronter des boîtes à 15 joueurs ou à peu près. Le seul que je ferais jouer, c'est Jonathan Taylor quand même, parce que c'est Jonathan Taylor, tu sais jamais. Une punition à la porte des buts. Puis je pense que, tu sais, on va lui remettre le ballon également au volume, peut-être. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tous les receveurs de passe, là, j'aimerais offrir mes sympathies aux propriétaires de Tyler Warren qui ont eu une excellente saison jusque-là. En fait, j'aimerais le voir de mes yeux vus comment ça se déroule avant de prendre une décision. C'est le cas de Michael Pittman cette semaine du côté des Colts. Hors du top 20, ça allait déjà moins bien du côté de Michael Pittman. Hors du top 20 dans 3 de ses 4 derniers matchs. Il n'a pas inscrit 15 points fantasy depuis la semaine numéro 9. Et à cause justement de l'instabilité au poste de quart, Riley Leonard, Brett Ripien, Philip Rivers, je vous conseille de le clouer au banc. Et en plus, on affronte les Seahawks lors de la semaine 14. La solide défense des Seahawks, c'est pas l'une des meilleures défenses de la NFL. Avec les Texans, là, les Seahawks, dans le top 3, potentiellement des défenses selon moi dans la NFL, les Seahawks, on accorde le plus bas total de verges allouées par la passe cette saison. Ça n'augure rien de bon là, pour les receveurs des passes des Colts cette semaine. Alec Pierce, Michael Pittman, Tyler Warren, si vous avez une meilleure option, laissez ça sur votre banc, s'il vous plaît. Tu sais, les Colts, ils vont peut-être pas gagner un autre match d'ici la fin de la saison régulière. Tu sais, regarde-moi le calendrier. Ils vont jouer contre Seattle. Après ça, ils vont recevoir les 49ers, les Jaguars, puis ils vont terminer ça à Houston. Alors, peut-être qu'on a gagné notre dernier match en 2025 du côté d'Indianapolis. C'est vraiment malheureux. Bon, chez les rapprochés, Kyle Pitts est ton homme de confiance pour cette semaine. Évidemment, Didier, vous pouvez absolument insérer les alliés rapprochés contre les Bengals. On n'oublie pas cette semaine. C'est les Ravens. Toujours, Ils n'avaient pas inscrit de toucher la dernière fois, Isaiah Likely et Mark Andrews, mais on avait obtenu plus de 140 verges par la passe. Là. C'est quand même assez payant pour un allié rapproché. 95 verges Likely, j'imagine, de mémoire, et plus de 50 là, pour Mark Andrews. La semaine dernière, il avait échappé le ballon près de la zone début, Likely. Ouais, quand ça a été comment? Dawson Knox et compagnie. Dawson Knox, 6,93 pour aucun touché. Dalton Kincaid, 4,41, un touché. Et Jackson Oz également avait inscrit un touché. Donc, 2 ailés rapprochés. La tendance se maintient. Succès. Écoute, l'inexistence, là, la défense des Bengals refuse de reconnaître l'existence d'un ailier rapproché dans la NFL. On continue, mais oui, je vais vous parler de Kyle Pitts parce que je me suis donné un défi. Oui, ça serait une bonne semaine, puis je veux mouiller Didier. Je sais que Kyle Pitts, on a une relation amour-haine envers lui. Moi aussi, je suis un peu comme toi, mais je pense que ça pourrait être une bonne semaine pour Kyle Pitts. 15 points fantasy en format PPR dans chacun de ses 2 derniers matchs, 2 fois dans le top 6 lors des 2 dernières semaines. Absence potentielle de Drake London, encore une fois, qui joue en sa faveur. On a vraiment un groupe de receveurs très peu religieux en ce moment du côté des Falcons. Et si Kirk Cousins est pour lancer pour 500 verges, ça doit aller à quelqu'un. Ça pourrait aller à Kyle Pitts, Didier, parce que lors de la semaine numéro 15, on affronte les Bucks qui ont accordé le 6e plus haut total de points aux alliés rapprochés au cours des 4 dernières semaines, plus de 15 points fantasy. Mais je ne dis pas que ce sera tout feu tout flamme pour Kyle Pitts, mais je pense qu'il veut, si vous êtes à la recherche de 10-12 points fantasy, je pense que Kyle Pitts pourrait vous amener là cette semaine. Et maintenant, tu recommandes de clouer au banc Hunter Henry des Patriots à Angleterre qui va affronter les Bills de Buffalo dans un match très attendu. Les statistiques de ces 2 derniers matchs sont quand même assez galvaudées. Il y a un match où il avait obtenu 21 points contre les fameux Bengals, évidemment. La semaine dernière, 9,3 points fantasy la semaine passée. Lors de la semaine numéro 15, on affronte les Bills, qui sont la meilleure équipe contre les alliés rapprochés adverses au niveau fantasy cette saison. Pour donner une petite idée, lors de la semaine numéro 5, lors du premier duel entre les 2 équipes, Hunter Henry avait obtenu seulement 2 catches pour 46 verges. Ça fait 6,6 points fantasy en PPR et 4,6 en standard. C'est vraiment pas beaucoup. Comme je l'ai dit, plus bas total de points aux alliés rapprochés du côté des Bills. 37 réceptions allouées seulement et 441 verges en 13 matchs. 37 réceptions en 13 matchs, je dis, calcul, c'est même pas 3 réceptions allouées aux alliés rapprochés adverses cette saison par match du côté des Bills. Ouais. Donc, Hunter Henry, ce n'est pas une bonne semaine pour lui.
OK, ben on va voir si tes conseils, ben ça va permettre aux gens justement de connaître du succès. On sait, là, c'est la fin de la saison du côté du fantasy football. Ben écoute, Marc-André, ça fait le tour. Je te remercie bien sûr pour ta contribution à cet épisode du podcast, pour les gens qui ont regardé l'épisode via notre chaîne YouTube ou qui l'ont tout simplement écouté, qui l'ont téléchargé. On vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un bon restant de semaine, et on sera de retour bien sûr avec notre épisode très tôt lundi matin. Ça va être mis en ligne alors qu'on fera la revue des rencontres qui étaient présentées dimanche à travers la NFL. D'ici là, portez-vous bien.